La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des Luttes et des Plumes, on est ensemble pour 2 heures. Alors, ce soir c'est un petit peu particulier parce que ceux qui nous regardent en vidéo, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont annoncé la fin de la saison là, il y a 15 jours, c'est parce qu'en fait les émissions sont enregistrées comme ça un petit peu en décalage, donc on avait une émission de retard, mais vous êtes bien là dans la première émission de la 8e saison. Donc voilà, c'est un peu fouillis, mais vous à la radio, pas de soucis, vous nous entendrez comme il faut. Faut juste se laisser embarquer avec nos histoires. Ouais, c'est ça. Faites pas gaffe à toute cette partie logistique. Concentrez-vous sur les jeux, sur nous, sur Yann. Profitez si vous avez un plan large. J'ai un beau polo en plus. Donc vous l'avez compris, ce soir pour m'accompagner, il y a Yann justement et son beau polo. Salut Alexis, ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon, moi ça va bien. Ce soir, je vais t'accompagner dans la chronique en bref pour parler d'un jeu qui m'a bien tapé dans l'œil aussi, dans la même série que Quicks de Avant les vacances. De Avant les vacances. Ouais. Mais justement, ce soir, il va y avoir pas mal de en bref parce qu'il y avait plein de jeux qui restaient un petit peu à présenter, qui étaient passés sous la sellette et qui méritent vraiment qu'on les mette en avant. De l'autre côté, il y a Damien. Ça va, Damien? Oui, alors moi je reviens pas d'un week-end à la Baule, donc je suis en t-shirt, mais un t-shirt de circonstance, on en parlera tout à l'heure pendant le courrier des auditeurs. Ok, on a un hâte. petit peu le bilan de l'été qui vient de s'écouler, tout ça. Donc Bon, ça marche, On sait que tes derniers courriers des auditeurs avant les vacances nous ont valu pas mal de rappels du CSA. Donc on verra cette année ce que ça va faire. Et notre invité ce soir, c'est Léandre Proust. Ça va bien? Ça va super, écoute, je suis hyper content d'être là, ça me fait super plaisir. Et puis j'ai plein de choses à dire de toute façon, donc on a 2 heures devant nous, ça va être top. Ouais, exactement 2 heures. Alors effectivement, on t'a pas fait venir par hasard, on sait qu'il y a des choses à dire. On va parler avec toi de ton parcours un petit peu ludique, de comment t'en es arrivé dans le monde ludique, de ton côté un petit peu ludothécaire, de ton côté un petit peu touche à tout parce que tu manipules le bois, tu manipules les jeux, tu manipules le papier, on va voir, tu manipules bientôt le courrier, mais tout ça on va pas tout dévoiler parce que vous le savez, dans l'émission on commence toujours toutes les émissions par faire un jeu en direct, un jeu qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires. Et là, comme on enregistre un petit peu en décalé, ça va rester à confirmer, mais normalement notre nouveau partenaire, c'est grâce à lui qu'on a eu le jeu. Cette année encore, dans Des Ludes, on commence l'émission par un jeu antenne. Ah, super! Mais quel jeu? Un jeu qui nous est offert par notre partenaire. Ah oui? Mais c'est qui? Une boutique ludique. Oh, chouette! Laquelle? Une boutique ludique dans le Grand Ouest. Et on vous souhaite une bonne partie? Non, je veux dire, tu peux pas en dire plus? Ah, non, c'est parce qu'en fait, on enregistre l'émission un petit peu en avance, on n'est pas vraiment en septembre, alors le partenariat précédent est pas encore terminé, le nouveau n'a pas vraiment commencé, donc je préfère rester prudent, marcher sur des œufs, on sait jamais que j'arrive avec mes gros sabots et que je dise ouais, c'est la boutique Croque-Jeu à Brest, et puis hop, c'est plus eux, j'ai l'air d'un imbécile après, donc on va attendre un petit peu avant de faire un vrai jingle. Tout à fait, mais on espère normalement, si tout va bien, effectivement, ce sera la boutique Croque-Jeu à Brest. Donc Ah, c'est vrai, ça veut dire que Remue Ménage et Sortilège, on peut leur chier sur la gueule maintenant? Non. Non, bon d'accord. Mais ça ne te gênera pas, toi, je pense. J'ai pas encore entendu ton courrier, mais ça me fait peur. Bon, en tout cas, ce soir, on va jouer à Panic Island. Panic Island, c'est un jeu de Antonin Bocara, Antonin Bocara, qu'on a pu voir dans des jeux comme Parodin, Kids of London, Kings, Doggy Bag ou Attack of the Jelly Monster. C'est édité par Old Chap Édition, distribué par Paille. Il est sorti, alors il n'est pas tout neuf puisqu'il est sorti en juillet 2017. On peut y jouer de 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans et c'est un jeu totalement coopératif. Il a l'avantage aussi d'être hyper rapide parce que ce sont des parties qui vont être timées à 2 minutes. Quoi qu'il arrive, que ce soit grâce au sablier ou que ce soit grâce à la bande son, on aura 2 minutes pour réussir à vaincre le jeu. Le principe est simple en fait, on est sur une île. L'île est en train de périr, on dit qu'elle va s'enfoncer dans les flots. Et il faut essayer de sauver un maximum de personnes pour pouvoir quitter l'île. Pour ça, il suffit de prendre 2 cartes, de les retourner. Et ça va être un petit peu le principe du memory. Ça veut dire qu'ensuite, il va falloir se souvenir où sont les cartes parce que dans l'île, on va retrouver des habitants, donc des personnages, des dodos et des œufs.
Et pour sauver les œufs, il faut réussir à retourner un œuf et un dodo, car les dodos vont sauver les œufs. Pour sauver les dodos, il faut un personnage et un dodo. Comme ça, les personnages vont sauver les dodos, évidemment. Pour réussir à quitter l'île à la fin, il faut en plus réussir à trouver le radeau et la rame, qui sont cachés dedans. Et il y a quelques pièges aussi. Ça me rappelle un peu Game Over, un peu dans l'histoire. Ouais, sauf que là, tu vois, c'est beaucoup plus péchu parce qu'on est vraiment timé par 2 minutes. Au bout de 2 minutes, si on n'a pas quitté l'île, on a perdu. D'accord. Si on retourne des pièges, il va y avoir 3 pièges différents. Il y a une tornade. S'il y a une tornade, il faut qu'on se lève et qu'on fasse un tour sur nous-mêmes. Ok. Ça va être pratique. Ça va être pratique. J'adore ce type de jeu à la radio. Il va y avoir... je vous dirai au fur et à mesure qu'on va les voir. Parce qu'il y en a un où on va changer les cartes de place, des choses comme ça, mais c'est des petits pièges. Et bien sûr, il y a une carte maléfique de toutes, c'est le volcan, puisque le volcan rentre en éruption. Si on retourne le volcan, on a perdu. Alors des fois, dans l'euphorie du jeu, on retourne quand même le volcan, malgré qu'on sait tous, je vous le montre, il est ici, au milieu. Ah, on le sait. C'est la carte du milieu, on le sait, mais vous allez voir que malgré tout... On peut se faire avoir. Mais les cartes changent de place. À la base, elles ne changent pas de place, sauf si on retourne la carte piège, tu vois. Ça marche. Voilà, c'est la ruche, on va tous mettre notre main dessus et il y a une carte qui va nous faire changer les cartes de place. Ok, on va voir ça. Il reste une seule chose à vous dire, c'est que, je vous l'ai dit, les personnages sauvent les dodos sauvent les œufs. Pour sauver les personnages, comment allons-nous faire ? Eh bien, il faut demander l'influence du dieu Ouga. Une fois dans la partie, on a le droit de dire Ouga, et là on s'arrête. Et on peut montrer une carte et dire, ici, c'est un dodo. On retourne, si c'est un dodo, il est sauvé. Ici, c'est un personnage. Si c'est un personnage, il est sauvé. C'est le seul moyen de sauver les personnages. Attention, on ne peut le faire qu'une fois. Si on se trompe, la partie reprend son cours. Et au bout des 2 minutes, on voit le nombre de points qu'on a réussi à faire. Ok. Ou si carrément l'île nous a exterminés, quoi. C'est du coopératif pur. On a le droit de parler, on a le droit de céder, on a envie d'aller vite parce qu'on a que 2 minutes. Mais on a le droit de dire pas celle-là, c'est le volcan. Mais non, t'es con, je suis dans les côtés. Ah oui, j'avais pas vu. Faut vraiment pas hésiter. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer, allons-y. tout à fait. Alors, Damien, t'es un petit peu loin pour prendre les cartes à la main. Oui, je vais les prendre avec les pieds. Avec les pieds. Mais par contre, j'ai la musique. Tu peux nous lancer effectivement la bande son. Alors attention, quand la bande son se lance, c'est parti. On a 2 minutes. Allez, Yann, tu peux commencer. On en retourne 2 à chaque fois. Le radeau, très bien. Il faut aller vite. Hein. Okay. Et un œuf. Alors le radeau, on le met de côté. D'accord. Celui-là, on l'a trouvé. Et là, on retourne l'œuf. On se souvient qu'ici, il y a un œuf. Okay. Ah, un dodo. J'ai un dodo, c'est super. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre ? Un œuf. Un œuf. Ah bah, ça tombe. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hop. En plus, ce qui tombe bien, c'est qu'il a un dodo jaune et un œuf jaune. Donc l'œuf est sauvé. Parce qu'il y a d'autres couleurs aussi. Okay. Ici, par exemple, j'ai un œuf rouge et une ruche. La ruche, il faut tous taper dessus. Ok. Et on retourne. Attention, ça continue. Vite, on a que 2 minutes. Hein. Allez, hop, un dodo rouge. On peut l'aider. Oui. On peut lui dire. Ok. L'œuf est sauvé. Ok, c'est à moi. Alors comme les cartes disparaissent au fur et à mesure, on sait plus trop où est le volcan. Ça c'est sauvé. Ça c'est sauvé. Ça on retourne. Il y a 3 œufs, 3 dodos, 2 personnages. Ok. Une tornade. On fait le tour sur soi-même. Hop. Facile. Et une tornade. Alors on sait que les tornades elles sont ici, hein, on fait pas les cons. Ok, il y en avait que 2 ? Ouais, il y en a que 2. C'est à toi. Un palmier. Alors tu vas échanger ta carte palmier avec la prochaine que tu vas retourner. Un dodo, ok. Un dodo rouge, ok. On retourne. Et on retourne. Un œuf jaune. Un œuf jaune. Un dodo jaune là-bas. Non, pas du tout. La ruche, on tape dessus, tous, tac. Ouais, c'est bon, on peut recommencer. Non, il était là le dodo jaune. Ah, bien ça, vu, bien l'œuf. vu. Voilà, il est sauvé. Super. Ok. Alors, À toi, Yann. pas le volcan là. Hein. Non, le volcan il est ici au milieu, je pense. Alors, Je me mets debout parce que j'ai une meilleure tu peux vision. sauver du coup, il y a Un deux dodo, tu peux sauver un dodo, ouais. et je sauve un dodo. Vas-y. Bam. Moi je vais prendre ça aussi, ça me semble pas mal. Et Ok. je sauve un dodo. Ouais, on a eu des œufs jaunes. Il y en a 3 de chaque. Ah putain, la ruche, Ah ouais, je le non. savil en plus. Et là, un œuf jaune. Souvenez-vous, il y en a un ici. Ok. Mais non, mais Si, il y aura le dieu Ouga. Attention, on a que 2 minutes. Je sais pas combien de temps il reste. Il Damien. reste 20 Vas-y, c'est secondes. toi-même qui l'avais mise là, cette carte. Retourne là. Je pense qu'on est à 4 minutes. Non, ça fait. Ouais, tu Attention. échanges de place. Ouais. Je 15 sauve le dodo. secondes. Alors, un dodo rouge, merde, il faut un œuf rouge. Là, allez, ok, Ouais, je je sens bien. dix. Écoute. Ah, un bonhomme, je sauve le dodo. Ok. 5, Vite, 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 vite. Tu changes de place. Ton 2, Vite, vas-y, Léon. C'est terminé.
Ah Bon, là là alors, là là là, c'est terrible. Ouais, c'est pas si facile en fait. Ah bah non, c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que le jeu est super rapide. Alors on a l'impression que ça va aller. Et dans ce type de jeu, alors une fois qu'on le maîtrise un petit peu et qu'on arrive à communiquer, à faire plusieurs parties, à se dire bon ça y est, j'ai l'impression que je maîtrise le jeu quoi. Et ben il y a une petite subtilité, c'est que dans la boîte était caché un petit paquet de cartes marqué surtout ne pas ouvrir. Et il t'explique en fait qu'en réussissant des petits challenges, tu as le droit d'ouvrir. C'était, alors ça date de 2017. Maintenant, c'est un petit peu plus courant dans les jeux. On peut même voir certains jeux avec carrément comme les systèmes de scoring dans les jeux vidéo, là, tu sais, les trophées. Mais là, effectivement, donc on avait le droit de déballer les cartes. Et dans les cartes, on a des nouveaux bonus, des nouveaux malus, des nouveaux personnages, des tribus, des cartes en plus. Donc voilà, c'est vraiment très très fun. Ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes. Ça marche tout le temps. Le fait que les parties ne soient pas longues, c'est qu'on peut perdre, mais c'est aussi qu'on peut les enchaîner. On peut enchaîner les parties. Hein. Ouais. Ah, c'est rigolo, on est vraiment dans du party game Ah oui, complètement. familial. Et il y a Talmo qui n'est pas parmi nous ce soir. Non, qui n'est pas là ce soir. Oui, il y a des problèmes de garde d'enfants, mais il nous dit Camoulox. Il a dû prendre en cours, alors et pas avoir les règles et nous voir tourner sur nous-mêmes. À savoir que donc suite à ça est sorti un jeu qui s'appelle Little Panic Island, adapté pour les encore plus petits. Et voilà, en gardant tout l'esprit festif. Et c'est vraiment très très bon. Le jeu est plus dur néanmoins quand on n'a pas d'ongles. Oui, pour retourner les cartes. Mais c'est pour ça que là, on avait une petite table et on avait des cartes faciles à prendre. Ici, juste sur le bord. Je me suis demandé si elles allaient pas tomber. Pour la semaine qui arrive là, enfin en tout cas si vous regardez le live Facebook, si vous avez une table en lino chez vous, ça sert à rien de jouer, elles se décolleront jamais quoi. Laissez passer la canicule sur la nappe. Il faut une table transparente pour regarder par en dessous et montrer aux autres. Prends celle-là, Ou prends une petite celle-là. ventouse. Oui, c'est ça, je pensais aux mains, tu sais, qui collent là. Ah oui, Ah voilà, oui. là par contre ouais. Alors, un petit clin d'œil à Antonin qui a créé ce jeu, parce que le jeu est vraiment fun, il est vraiment bon, et je sais qu'il l'avait présenté à Partenay, et que lors de la remise des prix, on lui avait dit tu fais des jeux qui se jouent en 2 minutes, tu t'es pas foulé, parce que 2 minutes c'est pas long, mais comme quoi il suffit pas de faire des jeux forcément longs pour s'amuser. L'intérêt du jeu réside pas dans sa durée. C'est à mon ridicule sens. cette notion de 2 minutes, c'est Oui. trop court. Mais c'est vrai que c'est un format inhabituel. Oui. Pour le coup. Mais très intéressant. Non mais c'est ça. Et effectivement, on retrouve le principe, donc comme je disais, de la bande son, de toute façon, qui va timer. Et si on n'a rien à proximité, même pas d'électricité, si on est vraiment perdu sur une île déserte, on a toujours le petit sablier. Hein. Et puis sur une île déserte, on peut en fabriquer un avec le sable de l'île. Et donc la bande son, c'est la bande son du jeu. Oui, c'est la oui, bande son excellent. du jeu. Celle qu'on a utilisée, c'est celle qui va avec le jeu. Ok, génial. Voilà, alors le jeu est plus court que d'habitude, hein, mais voilà, mais on va faire quand même la première pause musicale maintenant. Et pour ça, on va écouter donc Léandre, un autre Léandre que notre Ah, invité. moi j'étais prêt à chanter. Hein. Ah oui, bah écoute, Alors on va écouter dans Léandre. ces cas-là, On Léandre va t'avait nous pas chanter. J'ai un problème de voix en ce moment, c'est compliqué. Léandre va nous chanter, tous dans le même bateau. Excusez-moi, je reprends les branchements, ça sera coupé au montage. Voilà. C'est bien beau de mettre des bandes son si après on oublie de rebrancher l'appareil. Salut, c'est la voix off de Deludes. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train de suivre le live Facebook de l'enregistrement de cette nouvelle émission de Deludes et des plumes. Mais si vous m'entendez, c'est surtout parce que je sers de cache-écran. Alors un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en radio, c'est un élément sonore qui vient littéralement masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez votre station préférée et d'un coup vous entendez une pub pour le commerce juste en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur d'une autre ville, d'un autre département ou d'une autre région. Eux, à la place, ils entendront une chanson. C'est ce qu'on fait ce soir, mais dans l'autre sens. Quand vous écouterez l'émission à la radio, à la place de ma voix, vous aurez une chanson. Mais ce soir, pour des raisons de droit d'auteur et pour ne pas que Facebook nous coupe la vidéo en direct, eh bien, il y a ce cache-écran qui sert quand même à vous fournir quelques informations. Par exemple, là, je peux vous dire que dans quelques secondes, l'émission va reprendre avec l'interview de notre invité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de les transmettre à notre invité et de les lire à l'antenne. Allez, ça repart dans 3, 2, 1. Et on vient d'écouter la chanson Tous dans le même bateau de Léandre.
Des luttes et des plumes. Chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h, 22h, c'est 2 émissions pour le prix d'une. Une première émission inédite à la radio sur Plume FM 102.1 et www.plumefm.net. Une 2e émission enregistrée en direct à retrouver en live sur Facebook. Toujours dans des luttes et des plumes, on est ensemble en compagnie de Léandre. Alors Léandre, Toujours. non pas le chanteur, mais l'auteur, entre autres. Puisque justement, on l'a dit au début de l'émission quand on t'a présenté, t'es un petit peu un couteau suisse, un touche-à-tout du monde ludique. J'aime bien dire un caméléon. Un caméléon. Ouais, couteau suisse, trop tranchant, je trouve c'est un peu trop guerrier. Mais caméléon, j'aime bien dans le sens où en fait je m'adapte. Je m'adapte très vite à toutes les situations et puis j'aime bien expérimenter et je me fonds un petit peu dans le Quand tu dis décor. Caméléon, c'est la série en fait. Pas- Le Caméléon. Ah, C'est ça aurait pu. Ça a marqué mon enfance, donc peut-être que je m'en suis inspiré. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, qui te découvrent peut-être certains, te présenter un petit peu et expliquer ton parcours dans le monde ludique en fait. Est-ce que tu es un joueur en fait, c'est un depuis- entretien d'embauche. Ouais, c'est ça. D'accord, Grosso très modo, c'est ça. Mais est-ce que tu es un joueur depuis longtemps, tu sais, devant l'éternel, depuis que tu es grand comme 3 pommes? Est-ce que tu es arrivé sur le tard? Est-ce que tu as connu comme tout le monde avant les jeux modernes le Monopoly, Hôtel et Ouais, compagnie? Est-ce que... Ok, je te fais un petit pitch Exactement. de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors, je suis né le 15 mars 89. Parfait. Je suis relativement Prenez des jeune. notes parce qu'il y a une interro à la fin. 2 jours avant Il y aura un Saint-Patrick. Il y aura un petit quiz juste à la fin avec C'est ça. voilà, il faut suivre. On a prévu à la fin, mais comme il y a la canicule, on va peut-être décaler un peu le quiz. On va voir. Non, moi je suis joueur depuis toujours. Hein, je jouais beaucoup avec ma mère, mais à des classiques. Hein, quand j'étais petit, le Qui-est, Memory. Et puis ensuite, le vrai premier jeu moderne auquel j'ai joué, et c'était une grosse claque, c'était quand j'avais 13 ans, je crois que je devais être en 4e, quelque chose comme ça. C'était Magic, et j'ai découvert ça dans un bar à jeux associatif en région parisienne. C'était à Colombes, ça s'appelait Tartampion. Aujourd'hui, ça a fermé. Et c'était vraiment le premier jeu dans lequel je me suis investi. Pas forcément en termes d'argent, mais en termes de temps surtout. Ouais. De temps et puis de plaisir. On se réunissait tous les mercredis, tous les samedis pendant 2 ans. On a fait ça avec les copains au collège. On se réunissait dans ce lieu-là. Et c'était extraordinaire. J'en garde un très très bon souvenir. Et après, les jeux modernes qui sont arrivés auxquels j'ai joué, le premier, c'était Elixir. Mhm. Si on peut considérer ça comme moderne, voilà, c'est fin 90. Ouais, ça doit être ça, fin 90. Ouais. Juan Rodriguez. Ça date un peu hein, quand Ouais. même. Hein. Ouais, je crois que la toute première édition même, elle n'était pas éditée par Asmodée, il me semblait au début, c'était 92, je crois, un truc comme ça, la toute première édition. Mais c'était le tout premier jeu moderne vraiment auquel j'ai joué. Et après, j'ai toujours été joueur. Mais j'ai jamais fréquenté des cercles de joueurs pour autant. J'allais pas en ludothèque, j'allais pas. Tu jouais peut-être entre entre amis, copains, enfin, entre c'est amis, avec ton réseau. Collège, lycée, entre potes. Jeu de rôle aussi un petit peu. Jeu de rôle l'été. Pendant quelques années, période adolescente, j'avais entre 14 et 17 ans. Tous les étés, on allait chez mon cousin et qui masterisait un jeu de rôle. Il créait son jeu de rôle. Et pendant 2 mois, quasiment, tous les jours, 7 heures par jour, c'était le feu. C'était excellent. Ça, c'est des super souvenirs Ah ouais, mais de c'est jeunesse. génial. Et pour autant, aujourd'hui, j'aimerais bien refaire du jeu de rôle. Et pour autant, ça consomme vraiment énormément de temps. Donc, faut trouver les joueurs. Et puis c'est des séances régulières qu'il faut faire également si on veut faire un suivi. Donc c'est vrai que le jeu de société a cette faculté qu'il est un format plus court. On peut se réunir sur le temps d'une demi-heure, 1 heure. 2 minutes. Ouais, 2 minutes. C'est extrême, mais oui, c'est possible. Non, mais comme quoi, on peut trouver le temps qu'on veut y mettre en fait. C'est ça. Chaque jeu peut s'adapter à son. Ouais. Il y en a À pour sa tous les disponibilité. goûts, quoi, un petit Oui. peu, hein, c'est ça. Après, là où je suis vraiment tombé dedans, c'est quand j'ai commencé à créer des jeux. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui existait. Donc au début, j'ai commencé à créer des jeux issus d'autres jeux. Donc c'est-à-dire que je prenais du matériel d'un jeu et j'essayais d'en faire complètement autre chose. Ça, c'était la première façon. Ah, c'était pour moi de créer. pas une façon de l'améliorer ou d'aller Non, plus loin. non, du enfin. tout. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment essayer de me différencier, mais avec le même jeu. Mais après, ça s'est retrouvé également dans mes autres créations. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à créer des jeux, je me suis intéressé à la chose ludique. Et c'est là que j'ai découvert plein de titres. Et que j'ai farfouillé sur Trick Track, que je connaissais pas. Donc ça, c'était en 2011. Alors justement, tu disais que tu as été joueur, tu as fait plein de choses, que ça soit l'été avec les potes, avec les cousins ou autre.
Comment est-ce que, avant d'être un vrai joueur, puisque tu as dit que tu avais découvert ça après, comment est-ce qu'on en arrive à se dire je joue, mais maintenant je veux créer les jeux? En fait, est-ce que tu trouvais pas ton compte dans ce qui existait ou... C'est pas ça, c'est que je cherchais un moyen de créer quelque chose. Ça aurait pu être du dessin, ça aurait pu être de la sculpture. Ah, c'était l'envie de création. J'avais envie de créer, je suis créatif, j'allais dire dans l'âme, oui, on va dire ça. Mais j'ai envie de créer quelque chose et je voulais quelque chose qui ne nécessitait pas une technique dans le sens où je sais pas dessiner, où je sais pas sculpter. Ça m'aurait demandé énormément de temps et les jeux, j'y jouais depuis, comme je te dis, depuis toujours. C'est quelque chose avec lequel j'avais une affinité. Et je me suis dit, je vais essayer. Et en plus, les protos, tu n'as même pas besoin d'avoir des protos bien léchés pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est excellent. J'ai même pas besoin d'être graphiste en fait pour faire mes jeux. Juste besoin d'avoir des idées, de les mettre ensemble, d'essayer. Et en fait, c'est hyper accessible la création de jeux. C'est ça que j'adorais. Oui, parce que là, tu n'avais pas d'envie d'aller c'est ça que plus loin. j'adore toujours d'ailleurs. Tu voulais créer, le mettre à disposition pour que les gens puissent jouer, enfin t'accaparer ta création pour le. Au tout début, je créais vraiment que pour moi. Je créais pour moi, je faisais mes protos, je les mettais de côté. Une fois que le proto pour moi il tournait, je passais à un autre et j'enchaînais. Et c'est pour ça qu'à la maison j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de protos. Et c'est d'ailleurs comme ça que, je suis un tout petit aparté, que mes jeux minimalistes qui sont juste devant, en fait c'est des jeux que j'ai créés entre 2011 et aujourd'hui, que je réadapte à un format de poche pour qu'ils tiennent sur ce format-là. J'ai commencé en fait par la création et après je me suis intéressé au jeu. J'étais pas frustré d'avoir des choses qui manquaient dans des jeux. C'est vraiment j'ai commencé par la création et ensuite. Ouais, c'était une envie de créer quelque chose. De s'exprimer. Un moyen d'expression. Ça, ouais, clairement. Et pas pour faire passer des messages ou quoi. Non, hein, c'était vraiment. mais des choses comme tu dis. Des fois on est créatif, on le sent, mais on n'a pas les techniques qu'il faut pour pouvoir l'exprimer. C'est ça. Je cherchais un Donc support. On va chercher un autre biais qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, c'est le jeu. C'est ça. Aussi, hein. Et on voit que c'était pas forcément pour faire passer un message comme tu dis, puisque tu disais que quand tu finissais un proto et qu'il tournait, tu le mettais de côté, tu passais à autre chose. T'étais pas dans le côté diffusion ou recherche d'éditeur ou. À l'époque, pas du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, pas du tout non plus. Même si j'ai fait quelques petites démarches par-ci par-là, mais j'ai jamais réussi à me vendre. Je crée vraiment pour créer. La création pour moi, c'est une fin en soi. L'édition. C'est une option. C'est un autre biais, c'est un autre chemin. C'est un peu le même raisonnement qu'on retrouve chez Damien Marquis aussi, qui crée des protos pour le plaisir de créer des protos, des mécaniques. Sa satisfaction, je dirais presque personnelle, quoi. Je veux dire, j'avais cette idée, je l'ai finalisée, mais sans chercher forcément derrière qui aime bien lui de son côté. Quelque part refiler son idée après aux autres pour qu'ils en fassent un jeu en fait. Ça, c'est intéressant. Je connais pas le bonhomme, mais je pense qu'on s'entendrait bien. C'est ça. On en retrouve un petit peu le de plaisir plus en de plus. Créer. Hein. Ouais. Je pense que ça doit être général à tous Guillaume les Sandance. Ouais. Oui, je vous le parlais encore aujourd'hui. Ça doit être général un peu à tous les auteurs parce que on crée pas des jeux pour gagner sa vie aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué. Ça vient avec un peu de chance, mais on s'embarque pas en se disant je vais être auteur de jeu et gagner ma vie avec. Bah, tu peux le croire. Tu peux le croire au début. Tu peux le croire au début, mais très très vite, à mon avis, t'es rattrapé par la réalité. T'as intérêt d'avoir une passion, une motivation vraiment intrinsèque, quoi. Mais de toute façon, ça doit pas être ta motivation pour créer en fait, de faire carrière. Si tu crées pour faire carrière dedans, enfin pour gagner ta vie avec des créations de jeux, je pense pas que ce soit la bonne stimulation pour la création. Non, en fait, je pense qu'il faut, comme tu disais, il faut que tu crées en sortant ce que tu as en toi, que tu le mettes en place, et puis après, si ça plaît ou si ça match, et voilà, et qu'il y ait quelqu'un qui veut lui donner sa chance, bah pourquoi pas. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que ce soit la motivation première. Non, c'est comme par exemple les youtubeurs qui font un contenu de qualité. Si ils arrivent à en vivre après, c'est génial. Mais se mettre sur YouTube par exemple et décréter d'aller sur YouTube parce que je veux faire de la YouTube monnaie, et le contenu c'est un peu optionnel, on essaie d'aller sur ce qui marche. Je pense que ça ne matche pas ce genre de comportement. C'est un peu mettre les, je sais pas comment on dit, les trucs avant les œufs. La charrue avant les bœufs. C'est la charrue avant les œufs. D'ailleurs, profitez bien de cette émission en live Facebook, puisque c'est 2 Libras à partir de la semaine prochaine pour voir la vidéo.
Je pense que Facebook aura sorti sa monnaie d'ici là, donc on pourra se faire payer. Il y a une monnaie sur Facebook. Des Libra. C'est pas Libra le terme, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça. Ils vont sortir leur monnaie virtuelle qui, pour le coup, a boosté toutes les autres. Donc voilà, ça devait devenir payant nous aussi, maintenant que. Il y aura un service d'abonnés. Voilà, c'est ça. On a repassé les rideaux, enfin voilà. Et nous on prend tous les Libras qui veulent. Je sais pas si j'ai répondu à ta question en entier, je sais même plus ce que c'était la question. Si, c'était de te présenter un petit peu, d'expliquer comment t'es arrivé dans le monde ludique. Oui, mais je vais peut-être juste terminer sur j'étais joueur, auteur, j'aime pas dire amateur, parce que t'es auteur et puis c'est tout. Bah c'est ça, après ça peut plaire ou pas, mais c'est toi qui as... À partir du moment où tu crées, t'es auteur. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a plein d'auteurs qui se définissent en tant qu'auteur amateur à partir du moment où ils n'ont pas été édités. Ça me gêne. Ça veut dire qu'il y a une différenciation juste... il n'y a pas la différenciation à faire entre un auteur qui a des jeux édités, donc qui rentre dans le circuit de l'édition, et un auteur qui crée des jeux pour la création. Pour moi, c'est le même matériel. J'ai été aussi ludothécaire. Oui. Ça, je ne l'ai pas dit. Il faut que je le dise, c'est important. C'était une partie importante de ma carrière ludique. Par choix Ouais, par choix, ouais. C'est le jeu qui fait que tu as voulu devenir Clairement. ludothécaire. Je bossais en librairie. J'ai été caissier en librairie et caissier central à Giberjeune. C'est une librairie qui est sur Paris pendant 5 ans. J'en ai eu marre et j'ai voulu faire autre chose. Et j'ai cherché un travail dans le monde du jeu. Et j'avais 0 expérience. 0, rien, peanut. À part le fait d'aimer jouer, et ça a suffi. Bah c'est souvent. Et ça a suffi pour décrocher déjà. un poste. Donc j'ai un poste temporaire. J'ai travaillé 6 mois en CDD en remplacement à Issy-les-Moulineaux, à la ludothèque. Une super équipe, au top. Et après ces 6 mois, je suis parti me former à Bordeaux. Une année au métier de ludothécaire. Il y a une formation à l'IUT à Bordeaux-Montagne. C'est le DUGAL, le diplôme universitaire de gestion et d'animation de ludothèque. Et j'ai fait ça et ensuite j'ai bossé dans une autre ludothèque à Carbon-Blanc en région bordelaise. Et après j'ai arrêté la ludothèque et j'ai fait plein d'autres projets ludiques. Oui, parce que suite à ça, tu es encore présent dans le monde ludique, on va dire, par la force de tes projets. C'est ça. Parce que tu es... J'allais redire un touche à tout, non, t'es un caméléon ludique. Caméléon, waouh. Parce que après ça, on a pu te voir, comme je disais, toi qui es un fou de création et qui aime voir les choses prendre vie un petit peu aussi. Tu as commencé par créer. Alors on a ici, on voit des gros meeples en bois. Ouais, tout à fait. Ça, c'était un de mes projets que j'ai fait l'année dernière. Je me suis dit, j'ai fait une formation en fait de fabrication de jeux et de jouets en bois à l'atelier Muka, c'était à côté de Blois, et financé par Pôle emploi, merci Pôle emploi. Et ça a duré pas très longtemps, c'était une formation de 2 semaines, formation très courte, mais ça m'a appris les bases de la fabrication de jeux et de jouets en bois. Et j'ai voulu donner du sens à cette formation en faisant un petit atelier. Donc c'était dans une de mes pièces à la maison. Aujourd'hui, je n'ai plus la place nécessaire pour le faire, mais l'année dernière, j'ai conçu un atelier et puis je déclinais des meeples, j'ai fabriqué des éléments de jeu pour des jeux sur DIM d'éditeurs et autres. L'idée, c'était pas spécialement d'en vivre, mais c'était de me faire plaisir. Voilà. Et pourquoi, quand tu fais un truc comme ça, tu disais que tu avais eu une formation pour fabriquer des jeux en bois. Toi qui as le côté un petit peu auteur, tu fabriques des jeux, t'en crées. Ouais. Tu as tout ce qu'il faut pour, et là tu te dis non, je vais pas créer un jeu en bois, je vais créer un meeple géant. Alors j'ai pas créé que des meeples géants, j'en ai créé effectivement, mais j'ai créé aussi des jeux en bois. Okay. Notamment justement, ça permettait aussi de donner du vie à certains de mes prototypes qui nécessitaient un relief ou des pièces bien spécifiques, notamment un de mes jeux qui s'appelait à l'époque Chaîne et Engrenage, qui aujourd'hui s'appelle Cyclique, qui ne sera absolument jamais édité. Mais ça nécessitait de fabriquer des gros engrenages et les engrenages sont interdépendants et cet atelier-là m'a permis en fait de fabriquer des protos qui étaient juste au stade d'idées et de leur donner de pouvoir donner le petit quoi, coup de boost et pouvoir les essayer quoi. C'était chouette. Donc j'aurais pu passer par l'impression 3D et tout ça, mais voilà, en modélisation je suis une bille, en dessin je suis une bille, je suis une bille quasiment dans tous les domaines sauf dans la création de jeux et un petit peu dans la fabrication d'objets en bois. Niveau capillaire aussi, non? C'est une bille. Ouais, je suis... On retrouve le côté sphérique. Et justement, pour continuer là-dessus, alors tu crées des jeux
que tu veux pas forcément éditer pour le plaisir. Tu crées des jeux en bois ou des meeples en bois, des choses en bois que tu veux pas forcément vendre. Si, tu vends. J'en ai vendu. J'en ai vendu en festival un petit peu à des particuliers. J'avais un site internet qui me permettait de vendre ça. Mais là, tu vois, j'en ai encore, ce que je te disais tout à l'heure, j'en ai encore à la maison une centaine de meeples. Je pourrais très bien les mettre sur un site en vente, mais la vente, c'est pas mon. C'est pas ce qui me passionne. Non, voilà. Donc je crée. Et si pendant la création, il y en a qui sont intéressés et que quand je communique sur mes créations, il y en a qui me disent « Hey, c'est intéressant ce que tu fais, on pourrait t'en acheter ?» Bah ouais, il n'y a pas de souci. Mais j'irai pas... Ouais, tu n'irais pas te mettre... tout arrêter pour faire de la vente Non, clairement pas. Non. Là maintenant, du coup, qu'est-ce qui te fait vivre ? Si c'est pas le jeu et si c'est pas... Alors déjà, c'est une question très indiscrète. Ouais, je sais, mais on adore les questions indiscrètes. Tu veux savoir mon salaire aussi, c'est ça ? Bah ça allait venir. Alors déjà, c'est pas vraiment un salaire parce qu'on est suivi par les impôts, tout, et après ils vérifient. Ça peut servir. Actuellement, ma source de revenus principale, mon activité principale, enfin, si on peut dire mon activité principale, c'est je suis animateur indépendant. Donc je vais sur des festivals les week-ends, principalement les week-ends, parce que les festivals ça a lieu le week-end. C'est plus facile pour avoir du monde. C'est ça. et je travaille pour différentes maisons d'édition à 80-85% pour Lucky Duck Game, avec qui j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je m'entends super bien avec Vincent, le responsable, et il me fait totalement confiance, et moi aussi. Et ça a matché, on s'est rencontrés pour la première fois à Cannes et il m'a confié le monopole de l'animation en France. Donc pour l'instant, je suis le seul animateur Lucky Duck Game sur tout le territoire français. Et ça me permet de faire beaucoup de festivals. Donc là, je vais... c'est un faux exemple, mais le week-end prochain, je vais à Paris et Ludique. Oui. Mais j'y vais pour Gigamic. Oui, mais c'est parce que tu disais que tu étais indépendant. Mais voilà, je suis indépendant, je travaille pour plusieurs maisons d'édition. Mais par exemple, je vais au Flip, et sur les 12 jours, je représenterai le Lucky Duck. Je vais aller à Orléans-Joux, je vais aller à Alençon également, au mois de septembre, voilà, Périgeux, beaucoup de festivals que je fais avec Lucky Duck, et quelques autres, notamment Gigamic et autres. J'arrive à trouver quelques contrats. Mais je vis très bien de cette activité-là. Oui, je voulais te demander, est-ce que c'est pérenne comme activité ? Est-ce qu'on peut en faire vraiment une carrière d'animateur une carrière ? Je sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, on en rencontre souvent dans les festivals. Il y en a qui... C'est souvent les mêmes têtes qu'on voit animer, donc on se doute qu'il y a un petit... On se doute qu'ils en vivent ou qu'ils doivent... Ça doit faire partie des moyens pour vivre. Est-ce qu'on peut, honnêtement, être pérenne dans cette activité ? Honnêtement, oui. Oui ? Honnêtement, oui. Je vais pas parler, on va pas rentrer dans le détail du chiffre, pas mais à partir du moment où tu fais 3 festivals par mois, donc 3 week-ends, ça te permet d'avoir un équivalent de salaire pour vivre. Ouais, clairement. En Bretagne. À Paris, ça serait plus compliqué. Mais tu peux vivre. Il y aurait plus de festivals ou de salons aussi. C'est ça. Mais tu peux vivre dignement du jeu en faisant animateur indépendant, clairement. Ouais. Après, il faut trouver les contrats. Il faut aller démarcher les éditeurs, il faut se faire connaître, et voilà. Moi j'ai une formation de ludothécaire, donc l'explication de jeu je maîtrise. J'ai un passif qui fait que c'est plus facile que quelqu'un qui aime juste jouer, qui va avoir un éditeur qui dit... Tu as fait des rencontres dans le monde ludique aussi un petit peu avant, ça t'a permis d'ouvrir des portes aussi peut-être. Alors le réseau est hyper important. Oui. Le réseau... Mais ça marche dans toutes les professions. Et bien sûr. Après, c'est vrai que si un de nos auditeurs voudrait, par exemple, s'essayer à cette expérience professionnelle, le conseil qu'on pourrait lui donner, ça serait d'aller traîner le plus possible dans les salons, de faire des rencontres, de rencontrer les... De tester, de jouer, les responsables. Oui, clairement. D'aller en salon, d'aller à la rencontre des éditeurs, éventuellement de créer des jeux, et par là aussi, on peut aussi rencontrer des éditeurs. Parce que moi, par exemple, Lucky Duck, clairement, comment ça s'est passé ? Ils ont édité Kingdom Rush par Kickstarter cette année. Enfin, ils l'ont financé, ils ne l'ont pas encore édité. Et ils cherchaient des prototypes l'année dernière. Et je leur ai soumis un de mes prototypes, une adaptation de Kingdom Rush, qui n'a pas été retenue. Malheureusement, on était une dizaine à avoir proposé un proto pour Kingdom Rush. Ils avaient lancé un appel à projet ou... Alors, c'était pas vraiment un appel à projet, mais en tout cas, je parlais avec Vincent et il me disait qu'ils avaient eu la licence Kingdom Rush. Et j'ai dit, mais attends, moi je suis un fan de Tower Defense, tu le sais pas. Parce que j'ai créé un Tower Defense qui tient sur une carte en 2015. Il m'a dit, ah bon ?
il était intéressé, et du coup je lui ai pondu un proto, et ce proto là il s'est retrouvé, comme il ne s'est pas retrouvé chez Lucky Duck, il s'est retrouvé dans ma gamme de jeux minimaliste free to play qui est juste là devant, et j'ai adapté ce proto là que j'avais présenté à Lucky Duck pour le faire entrer sous ce format là. Exactement. D'accord. Parce que justement je me demandais quelle avait été la démarche, puisque je sais, on s'était rencontrés en salon déjà. Ouais. Donc j'ai testé Kingdom Rush, la version de Lucky Duck, avec toi, et quand j'ai vu dans tes versions free-to-play la version de You Shall Not Pass, effectivement je me suis dit mais il y a une grosse similitude. Est-ce que c'est venu avant, est-ce que c'est venu après, est-ce que c'était d'un commun accord, est-ce que c'est une extrapolation? Non, c'est venu. En fait, quand on travaille sur un matériel comme une adaptation d'un jeu vidéo, toutes les adaptations auront des points communs, des points communs évidents, parce que les idées graviteront autour du même matériel. Puis du même cœur de système aussi, quoi. C'est ça. On est sur un tower defense. Si par exemple il y a un monstre qui est lent, eh ben, il sera lent dans toutes les versions des jeux. Il sera plus résistant. Il y a les mêmes tours. Il y a les tours d'archer, les tours de mage, les tours de canon. La tour de canon, dans quasiment toutes les adaptations qu'on pourra sortir d'un tower défense, elle fait des splash de mage, donc des dégâts de zone. Donc toutes ces petites subtilités-là, on les retrouvera dans les adaptations. Donc effectivement, il y a le cœur du jeu peut ressembler au jeu original, mais ils sont vraiment différents dans leur approche. Dans le sens où Kingdom Rush, le jeu qui a été financé par Lucky Duck sur Kickstarter, a un système de dégâts qui se joue avec des espèces de jetons qu'on va recouvrir des créatures avec des jetons un peu forme en faisant une espèce de Tetris. Dans mon jeu, c'est pas du tout ça, par exemple. Le cœur du jeu, ça peut ressembler, mais mécaniquement, c'est pas ça. Oui, parce que comme tu disais, en fait, si on adapte le même jeu, on va retrouver les mêmes éléments. C'est-à-dire si c'est un tower defense qu'il faut des tours et que les tours évoluent. Et il y a des monstres qui avancent. Ouais, mais c'est ça. Donc on va retrouver un chemin avec des tours à placer. Et justement, pas mal de tes jeux, on va en parler juste après, de toute cette gamme-là de free-to-play. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont adaptés de jeux, soit déjà existants, donc que tu as voulu un petit peu... on va dire personnalisé, mais y mettre ta patte, soit adapté de jeux vidéo, parce que tu es aussi un grand joueur de jeux vidéo. Ouais, j'adore ça. Alors je suis très sélectif sur mes jeux vidéo. J'ai pas une culture énorme. J'ai un ami qui est calé en jeux vidéo, mais de fou. Il dispense une formation sur les jeux vidéo dans la formation de ludothécaire. Yannick Battista, petit coucou si t'es là. Mais ouais, j'adore les jeux vidéo. J'adore les roguelikes, j'adore les tower defense, j'adore les Dota, les RTS, énormément de jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration parce que les deux types de jeux que j'adore créer, c'est soit à partir... En fait, non, c'est toujours la même chose. C'est même pas deux choses différentes. J'aime bien partir d'un matériel, c'est-à-dire soit d'un jeu qui existe et je l'adapte en jeu de plateau. Là, récemment, il y a un jeu qui est sorti en jeu vidéo qui s'appelle, qui est un mode dans Dota 2 et qui s'appelle Auto Chess. Je sais pas si tu en as entendu parler. Et j'y ai joué, et bim bam boum, j'ai fait un proto direct. Parce que je trouve ça hyper inspirant, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau souffle, et j'ai eu envie de l'expérimenter et de voir si c'était adaptable en jeu de plateau. Et moi, ce que j'adore faire, c'est soit partir de quelque chose qui existe, soit partir d'un matériel, mais quand je dis matériel, c'est vraiment le matériel. Par exemple, quand j'ai créé Chaîne et Engrenage, je me suis dit, je veux travailler mon prototype avec des engrenages. Quand j'ai créé Tower Defense, mon jeu minimaliste qui tient sur une carte, je me suis dit, je veux créer un jeu qui tient sur une carte et qui joue avec des pièces de monnaie. Donc j'aime bien partir d'une contrainte extrêmement forte. Ouais, c'est ça. Pour moi, la contrainte, c'est essentiel. Pour moi. Pour d'autres, ils vont être vraiment en mode freestyle. Ils vont partir d'une thématique, partir d'une mécanique. Moi, je pars souvent, quasiment exclusivement d'un matériel. Matériel jeu vidéo, par exemple, ou matériel physique, un dé particulier, des engrenages, une contrainte très forte de faire tenir un jeu sur une carte ou autre. Voilà, moi, c'est ma base de création, c'est la contrainte matérielle. Tu parlais du lien de jeux vidéo et jeux de société, en fait, que toi ça t'inspirait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les développeurs de jeux vidéo ont des cours de jeux de société, en fait. C'est complètement connecté. Les deux sont extrêmement liés. Et avant d'arriver à un support numérique média, ils seront passés par une étape, on va dire, jeu de société, jeu de plateau, en fait, pour pouvoir réaliser ça. Donc effectivement, il y a vraiment une connexion
entre les deux univers. C'est très proche, c'est très lié. Mais j'ai l'impression que c'est souvent quand même des jeux vidéo qui sont adaptés en jeux de plateau et très peu de jeux de plateau qui sont adaptés en jeux vidéo. Ouais, j'ai pas d'exemple de jeu de plateau adapté en jeu vidéo. Effectivement, on va plutôt retrouver une licence qui a bien fonctionné et qui va être ensuite développée, on va dire, en jeu de société, quoi. Plus en ce qu'on va dire en appli, en fait. Il va pas y avoir un jeu vidéo tel qu'on le connaît, il va y avoir une version digitalisée, digitalisée qui peut tenir sur un smartphone et pas tiens mon héros comme Mr. Jack Pocket ou Agricola, ou pas mal de jeux de Colt Express, de choses comme ça qui se retrouvent. Mais du coup là c'est encore autre chose. Mais là c'est du pur. Là on est sur une transposition. Du transposition. Parce que dans une adaptation on est obligé de faire des aménagements. Et une adaptation j'ai l'impression que c'est beaucoup plus créatif que juste transposer un jeu physique en un jeu digital. Mais est-ce qu'on a forcément, alors peut-être là ça me vient pas, mais il doit y avoir des milliards d'exemples, est-ce qu'il y a forcément de la matière, c'est-à-dire dans le jeu de société, un jeu de société qui ne serait pas déjà adapté d'autre chose et qui prêterait à devenir un jeu vidéo, mettons, d'aventure, de choses comme ça. Est-ce que ça existe, en fait? C'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a par le passage jeu de société avant le passage jeu vidéo, un background assez solide sur un jeu de société original qui pourrait donner un tout autre jeu vidéo. Il y en a eu, mais bon, après c'est pas les meilleurs, quoi. Mais on peut citer des jeux comme Risk, après c'est juste un portage numérique, quoi, en fait. Les Monopoly, là c'est en portage, en fait. C'est du portage. Ce qui veut dire, c'est est-ce que Risk pourrait donner un jeu d'aventure à la Assassin's Creed où tu jouerais un soldat napoléonien qui c'est ça l'idée, quoi. Conquer, en fait, en partant d'un Risk ou. C'est une idée à développer. Je sais pas. J'avoue que je manque de culture ludique. Ça partirait d'être sur un scénario de Time Story qui deviendrait totalement autre chose qu'un Time Story, mais qui serait intéressant parce qu'il aurait une histoire intéressante. Peut-être que ça existe. Moi, personnellement, je sais pas. Je connais pas. Toujours est-il que tu fais la démarche inverse. Voilà, c'est ça. S'il y en a qui nous écoutent en direct sur Facebook, n'hésitez pas à réagir sur les mouvements, sur les réseaux sociaux. On retransmettra vos questions ou on les posera à l'antenne. Et d'ailleurs, il y a Aurélien qui te salue et qui salue tout le monde. Salut Aurélien. Et il dit que tu es un bel orateur. Arrête. Et t'as le bonjour aussi de Fred et d'Alex. Salut Alex. Et effectivement, pour en revenir, c'est vrai que ça m'a l'air beaucoup plus facile de prendre quelque chose qui existe. Alors, on prend un Tomb Raider, un Witcher ou tout ce que tu veux, et de se dire maintenant je vais voir comment faire vivre une aventure sur plateau, que de prendre quelque chose sur plateau et de se dire comment tout ça je vais l'extraire. Et pourtant, je connais pas le développement du tout d'un jeu vidéo, c'est pas du tout mon domaine, parce que là encore fallait des compétences, et comme je t'ai dit, je suis une bille dans la programmation ou dans le développement de jeux vidéo. Mais j'imagine que quand on crée un jeu vidéo, on doit passer nécessairement par une étape de prototype, et je pense que le prototype peut être également un prototype physique. C'est-à-dire une maquette réellement. Je pense par exemple à Dota ou à d'autres jeux. Je pense qu'il y a eu des maquettes physiques qui ont été faites des jeux avant de se lancer dans la programmation de tests virtuels. Je pense que je sais pas. Peut-être que s'il y a des personnes qui sont sur le chat et qui savent ça, savent mieux que nous. Ouais. Non, t'as le bonjour de Nicolas et il y a Mus qui te dit que 2 émissions tu les enchaînes. C'est pas faux. Mais peut-être qu'il y a une raison à cet enchaînage d'émissions d'ailleurs. Mais peut-être. Et là, regarde la transition, comment incroyable. Elle est quasiment bien amenée. Bon, parce que je crois qu'il y a encore des choses à dire. Ouais, exactement. Je suis pas encore au point pour remplacer Alex. Non, mais si, non, c'était très bien. C'est juste que, en fait, dans peu de temps, il va être le moment du courrier des auditeurs de Damien, et donc si on lance tout de suite Léandre sur sa gamme de jeux free-to-play, ça va prendre des plombes. Bah ouais, donc comme on a l'habitude de revenir comme ça plusieurs fois vers l'invité dans l'émission, je propose que on fasse la coupure. Tu peux aller aux toilettes là. Super. À tout à l'heure. Tout de suite, ta coupure en fait, et qu'on revienne tout à l'heure et qu'on laisse tout de suite la place à Damien pour son courrier des auditeurs. Très bien, ça me convient.
Oui, alors mes amis, quelle joie de vous retrouver pour cette 8e saison, donc, puisque nous sommes en septembre. 8 saisons, c'est pas rien quand même. La 8e saison, c'est celle qu'on n'attendait plus dans Game of Thrones, même si je ne nous souhaite pas la même inspiration qu'à ses scénaristes. J'y suis pas encore, mais d'ici septembre, j'y serai. Sous peine que pour nous aussi, ça soit la dernière, tout comme ce fut le cas pour Charmed, Desperate Housewives, Dr House ou encore Sad 76 Show. La 8e saison, ce fut la dernière pour les voix françaises de Friends. Alors déjà changer de voix en cours de sitcom, bon c'est pas terrible, mais à la radio, c'est comme passer de Tanguy, Baptiste et Aurélie à Alex, Yann et Talmot. Non, cette 8e saison, je la vois plutôt comme la 8e saison de New York Police Judiciaire par exemple, ou de Inspecteur Derrick, NCIS ou Doctor Who, d'où le t-shirt même si c'est pas très radiophonique. Une saison qu'on retrouve avec toujours autant de plaisir, mais qui n'est encore que le début de l'aventure. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Mais avant de me faire le relais donc de votre courrier des auditeurs, chers invités, chers premiers invités de la saison, je vais d'abord faire un bref retour sur cet été quand même bien pourri, qu'on pourrait résumer en une phrase. Peut-on jouer à tout ? Oui, mais pas avec tout le monde. Alors je passe vite sur les grèves surprises du personnel d'Air France début juillet. Et bon, les événements malheureux du 12 août à Marseille, ça les réseaux sociaux on en parlait, les journaux on en parlait, on n'y revient plus. C'est ça, quand on enregistre en avance, on peut dire ce qu'on veut. Et on espère jusqu'en septembre que ça soit pas trop le bordel. Voilà, je vais plutôt... Parce que s'il se passe vraiment quelque chose le 12 août à Marseille... L'émission sera en direct. Je vais plutôt, par contre, là je rigole moins parce que rendre hommage à deux noms du monde ludique qui nous ont quittés cet été trop vite et dans des circonstances pas toujours évidentes. Bon, le premier, forcément, vous l'avez remarqué, c'est Talmot. Talmot devait animer cet été une table ronde à la première convention Les Anges de la Télé-réalité versus Cthulhu sur le thème l'onirisme communicatif du rôliste comme rempart à la nécrose superfétatoire du ready-made télévisuel. Alors bon, c'était début août et depuis 5 semaines, sa famille et ses amis n'ont plus de nouvelles de lui. Même si la rumeur dit qu'à l'heure actuelle, il essaie toujours d'expliquer mot par mot le titre de la table ronde au public d'Énergie 12 venu à la convention. Alors l'autre disparition estivale, malheureusement, c'est celle de Roberto Fraga, victime collatérale de sa dernière création ludique, Dr Poète Poète, dont il animait un tournoi sur une semaine entière au Flip, à Parthenay. Alors le jeu c'est simple, on mange du chili, on serre les fesses et on enchaîne les séries de 10 accroupissements le plus vite possible. Le drame, il s'est produit lorsque Michel, champion de Dr Poète Poète en titre, est revenu mettre son titre en jeu pour la 3e journée consécutive. Donc Michel n'a pas tenu plus de 2 tours et a littéralement explosé. Ce qui a projeté Roberto Fraga sur le stand de Wonder Dice qui, au prix de la licence, avait carrément utilisé du véritable acide pour faire le sang de l'alien dans la version surdime de Nostromo, dissolvant pour le coup le pauvre Roberto qui a eu à peine le temps de griffonner les bases de son Capitaine Lava, son dernier jeu posthume dont le principe consiste à jeter des meeples dans une cuve d'acide, les yeux bandés en sautant à pieds joints. Mais trêve de mauvaises nouvelles passées et passons aux mauvaises nouvelles à venir. Le courrier de notre invité, Léandre Proust. Alors Léandre... avec ses jeux rapides à mettre en place et accessibles à tous, il est un petit peu devenu, pour toutes ces personnes qui n'ont que 7 minutes devant eux, soit pas assez de temps pour une partie de 8 minutes pour un empire, une sorte de référence procrastination. T'as 5 minutes à perdre, hop, on se fait un jeu de Léandre, un vrai fan club donc qui passe ses journées à la recherche de temps à perdre, pour paraphraser son illustre homonyme. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point commun qu'il a avec Marcel, mais ça, on y reviendra plus tard, puisque... on parle d'œuvres majeures d'ailleurs de Marcel Proust, du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, tout ça. Restons dans le pays de Dev avec cette première lettre de Gigi de Calais en Loire-Atlantique qui nous dit: j'aime bien le principe de votre jeu échec qui consiste à retrouver les sensations du jeu d'échecs en s'affranchissant du plateau. Il nous est arrivé à peu près la même aventure cet été alors que nous traversions la Hollande à vélo. Alors, un jour, nous dégustions quelques fromages néerlandais sur le bord de la route. Vous savez, ceux qui ressemblent à des Babybel avec une croûte en cire rouge et jaune. Et on a commencé à malaxer cette croûte pour en faire des pions et créer ainsi notre propre jeu d'échecs, mais en nous affranchissant des déplacements complexes. Chaque pion n'avait plus le droit que de se déplacer d'une case en diagonale et toujours vers l'avant. Alors, on a décidé d'appeler ça comme ce jeu, comme le fromage à partir duquel il est fabriqué, les dames. Selon vous, est-ce une bonne idée ? Alors Gigi, écoute, bonne question, mais pensez-vous vraiment qu'une personne qui a appelé son jeu d'échecs échec et son tower défense soit la mieux placée pour savoir si votre jeu de dames peut s'appeler le jeu des dames ?
Je sais pas trop. D'ailleurs, en parlant de Tower Defense, j'ai un mail de Christophe de Quimperlé dans la Drôme qui voudrait savoir si, quand on aime ce style de jeu, il vaut mieux acheter Kingdom Rush ou le vôtre, justement, par rapport à la présentation. Eh bien, Christophe, moi je trouve que l'un et l'autre sont parfaitement compatibles. D'autant que si vous avez loupé le Kickstarter, c'est parce que vous posez la question, vous avez loupé le Kickstarter de Kingdom Rush. Eh bien, pour l'acheter en boutique avec toutes les extensions qui ont été débloquées, il vous restera pile les jetons pour jouer à Tower Defense, soit quelques pièces de 1, 2 et 5 centimes. Je pense que Léandre démentira pas, mais s'il veut garder son job, il va peut-être pas confirmer non plus. Vous inquiétez pas, Christophe, car grâce à Tower Defense et beaucoup de patience, eh bien, vous pourrez récupérer votre capital de départ, parce que c'est pile le style de jeu où on peut dire, allez, on intéresse la partie, celui qui gagne garde l'argent. C'est vrai quoi, c'est quelques centimes à mettre en jeu, tout le monde joue le jeu, et victoire après victoire, à la fin de l'été, vous pourrez, comme moi, vous payer un bon resto en famille avec un gag absolument pas radiophonique, puisque, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, ce sont à peu près quelques-unes des dernières parties que j'ai pu remporter à Tower Defense cet été, tout en pièces de 1, 2 et 5 centimes. L'histoire ne dit pas si un nain va prendre le filet, me le donner et faire 3 clés comme ça. Après, je ne sais pas. Enfin, ouais. Bref, ou un mec qui aurait fait que des abdos des bras et pas du reste du corps, j'en sais rien. Bon, bref, l'un des deux. On reste avec Tower Defense encore, avec un courrier de Sabrina de Fontainebleau dans les Alpes qui se demande si un jeu qui tient sur une carte, c'est pas un peu limite. Alors, Sabrina, non, déjà, limite, c'est pas un jeu qui tient sur une carte, mais sur 300. Mais c'est vrai que si on compte que les cartes qui ne sont pas des plagiats, forcément, il en reste plus dans Tower Defense que dans limite. Et puis, bon, faites travailler votre imagination. Votre carte, c'est déjà 3 extensions possibles. Vous la photocopiez à l'envers, paf, vous avez un mode miroir, comme dans Mario Kart à la fin. Vous la retournez, paf, vous avez un mode nuit. Et puis, si vous échangez votre place avec votre adversaire, mais que le plateau ne bouge pas, le jeu devient Tower Defense. Et le but consiste à détruire le château plutôt que de le protéger. Alors, si vous voulez une version aussi moins cheap, il y a l'extension Golden Army avec des pièces de 10, 20 et 50 centimes, la version Steampunk avec des anciens francs, et même le boss ultime, en allant chercher à la poste une pièce de 10 € argent quand ils font leur opération 90 ans de Mickey ou 100 ans du Tour de France. Alors, quoi d'autre Oui, Julien d'ici les Moulineaux en Dordogne vous demande quoi de neuf. Eh bien Julien, voilà, Léandre Proust n'est pas du genre à se reposer sur ses acquis et il crée en permanence de nouveaux jeux à imprimer chez soi avec peu de matériel mais beaucoup de fun à l'intérieur. Le dernier en date, c'est un jeu en 1 contre 1 dont le matériel se résume à un dé, à n'importe lequel, des 6, des 4, des 8, on s'en fout. Une règle assez grande par rapport au nombre de dés, généralement on prend pas un dé 100 parce qu'on a rarement un mètre chez soi, enfin de couture, bref on s'en fout. Une paire de ciseaux et une pelote de laine. Et avec ça, eh bien, on doit devenir le meilleur ramasseur de laine de toute la Nouvelle-Zélande et pour ça, eh bien, on jette le dé, on coupe autant de centimètres de laine que le résultat du dé et on fait un tas à côté de soi et donc tour après tour, on amasse jusqu'à obtenir la pelote de laine, quand la pelote est terminée, le plus gros amas de laine. Voilà, donc le jeu pour l'instant n'a pas de nom officiel, mais vous pouvez le chercher en tapant sur Google l'amas de laine de Proust. Vous devriez avoir des réponses. Voilà, bon, je crois que vous savez tout, mais alors attention, on ne croyez pas que le print and play rime avec pas d'oseille et barre à jouer avec facilité, car pour que vous puissiez dormir tranquille sans vous soucier pour la vie de vos enfants, il y a des héros, même des super-héros qui luttent contre la violence, la débauche, la luxure. Tenez, prenez Xavier par exemple du bar L'heure du jeu à Rennes. Il y a 2 ans, il décide d'ouvrir un second espace, le quart d'heure, et paf, c'est un sex shop de moins dans la ville. Il y a un homme qui meurt fusillé devant un bar, paf, il rachète le local et il ouvre un 3e espace ludique. À mon avis, si l'été prochain, à Myrénées, il monte un festival sur la dalle Kennedy à la place des dealers, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Mais bon, tout ça, c'est encore loin et d'ici là, il y a plein d'autres choses à dire et même des choses à voir si elles se sont forcément réalisées ou pas cet été. Moi, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Damien. Donc, voilà, on se demandait si... cette 8e saison allait laisser place à du courrier des auditeurs un peu plus classe, select, mais non, on voit qu'on est dans la même veine. Je trouve que c'était de qualité quand même. Encore attaqué par tout le monde. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir que de c'est pas grave, répondre on a à ce courrier. Maintenant. Exactement. C'est l'heure de la 2e pause musicale de l'émission, celle pendant laquelle on va passer notre coup de fil. Et tout à fait, et donc on va s'écouter Kali qui va nous chanter On revient. Salut, c'est encore la voix off de Deluxe. Bon,
Vous avez compris le principe, hein. Les chansons, on n'a pas le droit de les diffuser pendant le live Facebook pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, elles seront bien à leur place dans l'émission lors des différentes diffusions radio de cette émission de Des Luds et des Plumes. D'ici là, moi je vais continuer à vous distiller comme ça quelques informations utiles pour la suite de l'émission, ce qui va permettre à nos animateurs et nos invités de souffler un petit peu et de préparer la deuxième heure de Des Luds avec, comme d'habitude, vos rubriques que sont le coup de fil, les présentations de jeux, les présentations d'univers et la suite de l'interview de nos invités. Tout ça, vous pouvez aussi le commenter en direct sur le live Facebook et nous, on se fera un plaisir de transmettre vos questions, de les lire à l'antenne et pourquoi pas, si on peut, d'y répondre. Faut bien qu'il y ait un avantage à ne pas avoir de chanson, on vous permet d'interagir dans l'émission en direct. Et puisqu'on parle du direct, je pense que tout le monde a largement fait sa pause et qu'il est temps de repartir dans l'émission dans 3, 2, 1. On vient d'écouter Kali qui nous a chanté On revient. Le week-end à la radio, c'est le marathon des Luds. Vendredi 14h sur Plume FM, 18h sur Radio D4B, 19h sur BLP Radio, le samedi soir sur Radio Goéland et le dimanche en fin d'après-midi sur Radio Évasion. Si avec tout ça vous n'avez pas trouvé un moment pour nous écouter, rendez-vous sur le site desluds.com pour retrouver tous les podcasts DLDP. Toujours dans Des Luds et des Plumes, on est ensemble pour maintenant 1 heure. On vient de finir la première partie de l'émission. Donc il y a eu 2 chansons, si vous avez bien suivi. Et c'est le moment dans l'émission où en fait, Léandre, pour te situer, on passe un coup de fil à des gens qui sont un peu trop loin pour pouvoir venir à ta place dans ce fauteuil, mais qu'on avait envie quand même d'avoir en ligne parce que c'est des gens intéressants qui font des choses qui nous ont plu et donc voilà, on voulait quand même communiquer avec eux. Okay. Et ce soir, c'est Frédéric Voignat qu'on a en ligne. Ça va bien ? Salut à tous, salut Léandre, salut l'équipe, ça va bien. Salut. Alors, tu vas passer au même exercice que Léandre en fait. On lui a demandé en début d'émission de se présenter, d'expliquer un petit peu son parcours ludique. Est-ce que tu pourrais nous faire la même chose, Fred ? Est-ce que toi aussi tu es un joueur, on va dire un joueur un vieux de la vieille, ou est-ce que tu es arrivé dans le jeu un petit peu sur le tard ? Je suis arrivé un petit peu sur le tard. En fait, quand j'étais jeune, je jouais pas mal aux jeux de société classiques, on va dire, pas mal la bonne paye ou ça passe sous sa casse pour ceux qui connaissent. Et en fait, mes parents et mes grands-parents avec qui je jouais se plaignaient souvent que je passais mon temps à réinventer des règles ou des choses comme ça, mais souvent l'avantage des joueurs. Et j'ai toujours aimé le jeu de société quand j'étais petit, mais j'ai eu un gros passage à vide entre 12 et 25 ans quand je suis passé dans le jeu vidéo, où là, pour le coup, j'étais vraiment jeu en ligne, jeu de stratégie et compagnie. Et je suis tombé dans le jeu de société moderne plutôt aux environs de 2006, avec Elixir, comme Léandre, et plus tard, ma révélation qui a été moi le Munchkin. Copieur. Et à partir de ça, ça a été l'engouement complet avec Ticket to Ride, Small World, Carcassonne, Sun Anders et compagnie, et je me suis plus jamais arrêté depuis. Et est-ce que justement, un peu comme Léandre et comme moi aussi, on est devenu joueur en fait. On a été joueur grâce aux anciens jeux, avant de connaître les jeux de société moderne, des jeux qu'on dit maintenant un petit peu has-been. Mais est-ce que ces jeux-là sont pas finalement bons puisqu'ils nous ont donné envie de continuer à jouer? Ah non, clairement, ce qu'on appelle les gateways, tous les jeux qui nous permettent d'accéder aux jeux de société, ils sont indémodables, ils sont indispensables. Pour moi, quand je recommande des jeux, je recommande encore maintenant des trucs comme Carcassonne qui ont certes vieilli, mais qui permettent d'avoir des portes d'entrée magiques dans ce milieu c'est ce qui nous a fait aimer ce milieu. Donc pour moi, ça reste des super passerelles pour venir. Même s'il y en a d'autres maintenant qui sont géniales. On prend Réseau, le King Domino, qui est complètement adapté, mais c'est pas pour ça qu'il faut renier nos grands anciens. Non, les premiers plaisirs en fait. Je suis totalement d'accord. Exactement. Alors, pour ceux qui te découvrent, Fred, on va te situer rapidement parce que quand même, dans le monde ludique, tu fais partie des gens un petit peu connus parce que d'une part, ton côté auteur, puisque tu as quand même, pour l'instant, il me semble, 3 jeux édités à ton actif. Ouais. Il y a Maître Renard qui a gagné l'As d'Or, La Marche de l'Empereur et Troll Park. Exactement. Tout ça, c'est tout ce qui est sorti en France, donc ces dernières années. J'ai un autre petit jeu qui est sorti uniquement en Allemagne qui s'appelle The Walking Pet, qui n'a pas été localisé dans notre pays, mais pour l'instant, voilà, je suis à 3 productions françaises. Le Maître Renard qui a été mon premier jeu édité, et puis ensuite l'Empereur et Troll Park récemment. Voilà. Donc je suis auteur, amateur, professionnel, entre les deux en fait, un semi-pro passionné qui aime bien créer. Alors justement,
tu disais que tu étais passionné et encore une fois, pour ceux qui maîtrisent un petit peu le monde du jeu, on sait qu'en plus de ton côté auteur, tu as un petit côté aussi justement chroniqueur et touche à tout dans l'équipe de Ludovox. Est-ce que le fait de faire partie de l'équipe de Ludovox, est-ce que c'est en fait qu'est-ce qui t'a amené à les rencontrer, à les côtoyer? Est-ce que c'est parce que t'aimais le jeu et que t'as trouvé une équipe qui aimait le jeu aussi? Est-ce que c'est l'amour de la vidéo et le jeu est venu après? Comment ça s'est fait en fait le fait que ça matche? En fait, je les ai d'abord rencontrés physiquement parce qu'ils sont dans la région de Lyon et moi aussi. Et du coup, on se croisait régulièrement sur des festivals et ils m'ont interviewé quelquefois pour me présenter des jeux ou des prototypes. Et je leur ai dit que moi, ça me ferait bien d'écrire des chroniques sur des jeux, sur donner mon avis et tout, mais que je le ferais pas à titre d'auteur, c'est-à-dire que je le ferais pas avec mon vrai nom, mais avec un pseudo, parce que je ne suis qu'un petit auteur et en tant que petit auteur, ça me gêne de pouvoir critiquer des grands auteurs juste parce que j'ai pas aimé telle ou telle chose. Donc j'ai dit, je voudrais bien chroniquer chez vous, mais avec un pseudo. Ils m'ont dit, avec plaisir. Et finalement, j'ai chroniqué un jeu, ils ont bien aimé mon style. Je suis venu rentrer dans la testing team, donc c'est le club fermé des grands testeurs Ludovox. Et finalement, ça s'est trouvé une opportunité de carrière où ils avaient besoin de ressources et ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe non pas pour ce côté-là, non pas pour le côté vidéo qui à l'époque je ne le connaissais pas du tout, mais vraiment pour mon ancien métier qui était chef de projet et gestion d'équipe. Et finalement, j'ai suis intégré la structure pour gérer la base de données des jeux, de plusieurs milliers de jeux, pour gérer tout ça et accompagner le développeur web de l'époque dans le processus et gérer le projet par rapport à lui. Donc gérer le développement de Ludovox par rapport à ça. Donc c'est ces compétences-là qui m'ont fait venir à Ludovox. Et plus tard, j'ai développé mes compétences internes par rapport à ce qu'on avait vraiment besoin. C'est ça que maintenant je suis devenu, en plus de ça, réalisateur, on va dire officiel, et monteur de toutes les vidéos qui passent sur Ludovox. D'accord. Et donc quand tu rencontres l'équipe, comme tu dis, tu allais chroniquer des jeux, tu t'es autoproclamé, on va dire, ce que Léandre ne veut pas dire. Tu disais petit auteur parce que tu te sentais en fait par rapport à d'autres auteurs comme si tu ne pouvais pas. Mais est-ce que tu avais déjà envie de créer les jeux en fait? Est-ce que déjà en tant que chroniqueur, tu avais cette envie de devenir auteur et d'avoir des jeux édités par la suite? Alors quand je suis devenu chroniqueur, on était déjà en 2016, fin 2015, donc j'étais déjà auteur et j'avais déjà Maître Renard dans les tuyaux. D'accord. Donc j'étais déjà presque auteur. Moi je m'appelais plutôt presque auteur à l'époque, pour pas dire amateur ni quoi que ce soit, mais entre faire un jeu et faire 10 jeux, pour moi il y a un gap. C'est pour ça que je me suis pas considéré comme auteur. Et là je commence tout juste à l'être avec 3 jeux, on va dire en plus. Mais je me considérais comme je suis plus un joueur qu'un auteur en fait. Moi ma passion c'est le jeu de société. Je suis un joueur avant tout et un auteur à côté. Mais c'est vrai que j'ai des velléités à faire un petit peu, mais pas mon métier parce que je sais que j'en vivrai jamais complètement. Alors quand on voit les jeux, pour l'instant ceux qui sont localisés en France, ceux que moi j'ai eu la chance de voir passer, on se rend compte que quand même il y a des grandes différences dans tes jeux. Quand on prend Troll Park ou Maître Renard, il y a un grand écart. Est-ce que c'est toi qui avais envie t'es un petit peu touche à tout, ça veut dire que t'aimes bien expérimenter et donc tu te donnes pas de frein, ou comment t'es venu en fait ces idées si différentes? En fait, j'ai pas du tout de carcan aux limites. Moi, je crée des choses qui me plaisent. Et finalement, la seule chose que vous voyez, c'est les 3 jeux qui sont sortis. Oui. Mais à côté de ça, moi, j'ai près d'une trentaine de protos développés ou en cours de développement. Et finalement, les 3 qui sont sortis sont dans tous les sens parce que tout ce que je fais, on a une gamme très large. Je suis dans une gamme très large. Alors, je suis plutôt plus près des jeux enfants et famille. Vous me verrez. Je pense que vous ne me verrez jamais sur un jeu expert parce que c'est des compétences que je n'ai pas, clairement. Mais je m'amuse beaucoup avec des jeux famille et des jeux enfants. Et c'est vrai que les jeux n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. C'est des jeux qui me plaisent à chaque fois. Ah oui, non, alors c'était pas dans le sens où c'était grave. Mais peut-être qu'effectivement, dans quelques temps. Il n'y a pas une patte près du Bugnard, c'est clair que c'est pas du tout. Tu vois, si on prend des grands auteurs comme Tom Lehmann, on dit tiens, il y a une patte de Tom Lehmann. Moi, je suis pas du tout dans cette veine-là. Je fais juste des trucs un petit peu intéressants qui me plaisent en fait, qui me plairait de jouer et je fais avec quoi. Il est humble. Après, pour l'instant, c'est aussi des accidents. Maître Renard, c'est un coup de bol, c'est une occasion. C'est l'histoire du jeu. Je l'ai raconté déjà pas mal de fois, mais c'est fou. C'est en voyant une publicité pour les consoles de jeux de nouvelle génération où je me suis fait la bête réflexion en disant c'est con, les aveugles ils peuvent pas jouer.
Et c'est complètement débile comme réaction. Et je me suis dit, tiens, même pour les jeux de société, finalement, il y a peu de jeux de société auxquels ils peuvent faire. On a quelques adaptations qui sont faites, mais très peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu développer un jeu de société où on peut jouer à la fois avec les aveugles et les valides à la même table. Et c'est comme ça qu'est né Maître Renard tout bêtement, mais c'est un accident finalement. Ouais, c'est plutôt un bel accident parce qu'il a quand même remporté l'As d'or. Ouais. C'est un bel accident qui m'a bien donné de la visibilité pour mon début de carrière. Hein. C'est une belle aventure. Là, pour l'instant, maintenant ils vendent beaucoup moins parce que le réseau de distribution a changé et tout ça, mais je suis quand même content de ce jeu. Je regrette pas du tout. Je suis très content de l'aventure que j'ai fait avec ce jeu et qui m'a mis pied l'étrier pour le reste. Alors, tu le disais tout à l'heure justement que t'as donc la passion de la création, t'es auteur, t'es aussi chroniqueur, t'es aussi monteur. Je sais parce que on s'est déjà rencontré aussi que t'es en plus père de famille et tout ça. Comment on arrive à concilier son temps quand on est multicasquette comme ça? Alors clairement on peut pas. C'est pas vrai, c'est une arnaque. On ne peut pas faire ça. C'est clairement. Alors moi déjà c'est un choix de vie. J'ai décidé de quitter mon ancien job pour partir dans l'aventure Ludovox et me dire je vais gagner 3 fois plus que maintenant. J'étais ingénieur. Et maintenant, je vais gagner 3 fois moins, mais je prendrai 10 fois plus de plaisir. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça parce que j'ai ma femme qui rapporte assez d'argent au foyer pour me permettre, qui me permet de prendre un petit salaire à Ludovox parce que clairement, on est encore en mode start-up et on ne touche pas beaucoup d'argent pour arriver à survivre, mais c'est un métier passion. Et ce qui fait que je suis à 3/5e chez Ludovox en tant que chef de projet et réalisateur de tout ça. Et à 2/5e, je suis père au foyer et auteur de jeux. Donc du coup, j'équilibre un petit peu tout ça comme je peux. Et clairement, quand je me suis dit que je faisais ça, je pensais que c'était une bonne affaire où avec mon 2/5e, les enfants, je les mettrais à la sieste et puis je passerais pas mal de temps à bosser sur mes jeux. Mais en fait, les enfants, ça ne dort pas. C'est une arnaque. Non, c'est ça dort pas, ouais. Non, il y a un âge où ça s'arrête de dormir. Ça, on te le dit pas au début. On dit non, c'est bon. Mais en fait, c'est pas vrai. Et du coup, tu prends sur tes soirées, tu week-ends et tu passes plus tellement de temps à faire autre chose que soit s'occuper de ton travail, s'occuper de ton jeu, soit t'occuper de tes gosses, mais tout ce qui est à côté disparaît. Moi, j'étais un gros lecteur de bande dessinée, par exemple, et finalement, maintenant, entre lire une BD et bosser, finalement, je vais aller bosser parce que ça me fait plaisir de travailler sur mes jeux, quoi. D'accord, alors justement, c'est ce qui permet d'avoir des jeux comme, alors le plus récent, on va dire, comme Troll Park, par exemple. Ouais. Là, c'est un jeu dans lequel on va gérer un parc d'attractions. Ouais. Et c'est pareil, comment t'es venu l'idée de ce jeu? Alors ça, pour le coup, c'est une belle histoire parce que c'est un jeu qui est issu d'un serious game que j'ai créé avec mon camarade Christian Martinez. Lorsque je bossais à la Chambre de commerce et d'industrie avec lui, c'était une petite transition entre Ludovox et mon ancien travail. Et en fait, on faisait des jeux de formation et on avait créé un jeu depuis zéro de gestion de projet. On a développé ensemble pour les besoins d'information et puis une fois que ça a été développé pour la CCI, eh bien on a retravaillé pour le rendre ludique parce qu'on s'est dit qu'on avait quand même un potentiel à en faire un jeu intéressant. Et l'idée c'était juste d'avoir très peu de choses à faire, tu vois, à son tour on joue que 8 fois, mais chaque action était importante, cruciale et avait un but pour le long terme. Et du coup on a fait ça avec les trucs simultanés et tout, mais ce qu'on voit peut-être un peu moins maintenant c'est que tous les jeux que je fais avec Christian, ils ont un thème sous-jacent. Vous avez peut-être pas remarqué, mais en fait, dans le Troll Park, il y a une petite mécanique de catch-up qui fait que lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on va aller chercher autre chose qui est peut-être meilleur avec un bonus. Et finalement, tout sous-jacent, c'est que on a voulu glisser que des fois, c'est bon de perdre. Et ça, on aime bien mais des petits messages comme ça. Alors, vous avez eu la chance de sortir le jeu chez Ankama. Ankama qui a un univers qui est déjà très ancré, parce que ça soit dans le jeu vidéo, que ça soit dans leur manga ou même maintenant dans les jeux de société qu'ils font, ils ont toujours cette même patte qu'on retrouve. Est-ce que du coup l'échange a été plutôt facile ou est-ce que ça s'est fait naturellement de voir son idée en fait thématisée, parce que clairement Ankama thématise dans ce qu'ils veulent. Alors en fait, on a eu un filtre qui était le fait que pour ce jeu, je suis passé avec l'agence d'auteurs France Next qui sont eux allés débaucher Ankama en tant qu'éditeur. Donc c'est pas moi qui ai eu mon mot à dire, mais quand il nous a annoncé qu'il avait signé le jeu chez Ankama, on était très contents d'aller chez là avec une grosse filière qui est une boîte que je suis depuis des années que j'aime beaucoup. Et finalement, il y a eu assez peu d'échanges parce qu'ils nous ont proposé de garder le thème qu'on avait inventé, qui était déjà les parcs d'attractions, parce que nous, à l'époque, c'était dans l'univers de Monstres et compagnie, donc c'était vraiment des monstres tels qu'elle est à la fête foraine. Ils ont dit, ok, on garde les monstres, on les met dans notre univers, est-ce que ça vous va? On dit, bah oui, parce qu'on est très, très content de mettre des parcs d'attractions parce qu'il y en avait assez peu dans
dans le monde du JDS, des vrais jeux de société avec des parts d'attraction. Mais finalement, on a eu assez peu d'échanges parce que ils ont géré. Dès qu'il y avait un problème ou une incompréhension, on avait filtre de Forgenex qui mettait tout le monde d'accord. En fait, on va dire, tout le monde mettait un petit peu dans son vin parce que on n'avait pas tout le monde, pas tout le temps la même optique. Lui, il voulait en faire un jeu très familial. Nous, à la base, c'était un jeu plutôt familial, plus limite expert. Et on a essayé de tisser un petit peu entre les deux, on va dire, en disant on veut pas un truc familial, mais on veut un truc un peu taquin et sur lequel les gamers puissent s'amuser. Et finalement, on est arrivé à un petit compromis entre les deux en s'accordant grâce, on va dire, à l'agent, l'éditeur et les auteurs au milieu. Ok, et tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal de protos, parce que t'en avais créé plein, t'en avais quasiment une trentaine. Est-ce que dans tous ces protos, il y a sûrement des choses qui ont tapé dans l'œil de certaines personnes? Est-ce que tu pourrais nous dévoiler, nous teaser un petit peu des choses qui risqueraient d'arriver dans le futur? La suite. Alors, bon, vous en doutez, je peux pas vous parler de tout parce qu'il y a des trucs qui sont tout frais et d'autres qui sont encore en cours de discussion. Mais de ce que je peux dire pour de vrai, j'ai un jeu qui va sortir d'ici la fin de l'année, un jeu pour enfants, qui s'appellera La Course des Loutres. Et ce sera chez Ozu. Donc Ozu, c'est une maison d'édition qui sont à la base du livre et non pas du jeu de société, mais qui ont toute une gamme les parents connaîtront, c'est la gamme du Petit Loup, qui sont des petits bouquins pour les enfants qui sont super. Et ils ont quelques jeux de société à leur actif et quand ils ont vu ce petit jeu, ils ont trouvé que c'était très bien adapté, non pas au marché spécialisé que nous on connaît, mais au marché plus Cultura, Fnac et compagnie. Donc du coup, ce petit jeu, c'est une adaptation de mon tout premier jeu qui s'appelait Caisse à Loutre. C'était un jeu de course avec des loutres où on se met dans la gueule. Qui était la raison pour laquelle je me suis mis dans le jeu de société, parce que je voulais marier ma passion des jeux de société, des bandes dessinées, en illustrant moi-même, et des loutres. Ça, j'y reviendrai, mais bon. Et finalement, ce jeu n'a pas complètement convaincu, et pour le coup, c'était mon premier jeu. On fait tous des erreurs ou des trucs de game design un peu improbables au début. Et quelques années plus tard, je l'ai réadapté pour un jeu pour enfants. Et cette fois, il était beaucoup plus pertinent, et c'est pour ça que Ozu l'a adapté. Et j'étais super fier de savoir qu'ils allaient garder le thème des loutres, en me disant, voilà, je suis fan des loutres, c'est un jeu sur les loutres, c'est bon, je peux mourir tranquille. Et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. J'ai déjà les premiers visuels et ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est le prochain jeu de société que je sors qui sortira cette année. Et en parallèle, j'ai un livre-jeu qui la gamme des Escape Quest, qui fait chez Don't Panic Games, si vous devez connaître. Oui. Où ça, pour le coup, c'est mon camarade de jeu Florian Siriex qui est en train de bosser sur le prochain épisode, qui m'a emmené dans l'aventure en me disant hey, toi, je sais que t'aimes bien faire des énigmes, tu seras aussi passionnant que moi, on va le faire à deux. Et donc du coup, on bosse sur un des prochains épisodes de la gamme Escape Quest. Donc, je sais pas si ça sortira cette année ou l'année prochaine, je sais pas encore exactement, mais ça sera c'est là-dessus que je suis en train de bosser actuellement en faisant des énigmes un petit peu tous les jours. Et ça m'éclate vachement, parce que j'avais proposé, par exemple, je suis un fan d'Unlock, et j'avais proposé un scénario d'Unlock on Space l'année dernière, qui n'a pas été retenu parce que ils ont des critères de sélection assez improbables pour rentrer dans une boîte de notes. Mais ils avaient quand même beaucoup aimé, et du coup j'ai gardé la plupart de ces énigmes-là pour les recycler dans l'Escape Quest, donc j'en suis plutôt content. Bah ouais, puis c'est un beau projet, parce que c'est vrai que les Escape Quest, c'est quelque chose d'innovant et de plutôt sympa. Et on espère qu'avec la course des loutres, que tu reviennes dans le jeu, on va dire, enfant, et que le jeu enfant te porte autant de chance avec celui-ci que tu en as eu avec Maître Renard. Ah bah si je retourne aller parler au micro pendant un d'heure avec un jeu comme ça, moi je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Disons que ça serait une carotte, mais c'est une carotte si on veut, mais c'est pas une finalité. Je fais des jeux qui me font plaisir. Je me retrouve plus pour les jeux pour enfants que beaucoup de choses finalement. C'est quelque chose, maintenant que j'ai même deux enfants, je suis content de pouvoir jouer à des jeux que j'écris avec eux, et ça c'est quand même assez fantastique. Et ce petit jeu, c'est le premier jeu à qui j'ai joué avec mon gosse. Donc du coup, j'aime beaucoup créer ces jeux pour enfants, et je vais plus m'y orienter dans les années à venir, je pense. Mais si je peux vous retrouver sur un festival, un Asdor ou voir un Spiel, c'est comme vous voulez. Et ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, parce que c'est vrai que en tout cas pour Maître Renard, c'était amplement mérité. Merci beaucoup Fred d'avoir accepté de répondre à nos questions. On te souhaite une très bonne fin de soirée. On espère à l'écoute de l'émission. Bonne soirée. Ouais, merci. Bye bye, continuez bien. Ça marche, salut. Donc effectivement, on voit qu'il va encore y avoir des choses à arriver, que ce soit la course des loutres ou l'Escape Quest. Alors pour ceux qui connaissent pas l'Escape Quest, c'est un magazine, avec des énigmes un petit peu, effectivement.
On pourrait dire que c'est un mix entre les livres dont on est le héros, les unlock, c'est un magazine d'enquête où on va avancer, on va trouver des énigmes, des solutions et pouvoir permettre de continuer à vivre son aventure. Donc c'est très bien résumé. Très belle expérience que je conseille à tous ceux qui aiment ça. Alors on essaye nous de réussir à résumer des jeux, des choses comme ça. On a dans l'émission, avant de revenir vers toi et de parler de tes free-to-play, on a des chroniques comme ça, notamment la chronique maintenant, c'est un jeu dont je dois vous parler. Salut, c'est la voix off de Delude. Je ne vais pas pouvoir enregistrer de jingle cette semaine parce que je suis toujours en vacances. Mais ne vous inquiétez pas, dès que je rentre, je vais... Oh. Salut, ça fait longtemps que t'es là? Oh, ben assez longtemps pour savoir que tu nous fais la blague tous les ans, en septembre, depuis au moins 3 saisons. Ouais, t'as raison. Et tu veux peut-être que j'enregistre un jingle, c'est ça? Tu serais bien brave, oui. Bon, d'accord. Eh bien, tout de suite, un jeu présenté par Alexis, ou Yann, ou Damien. Et tu peux pas être moins précis encore? Oui, bah excuse-moi, j'ai pas encore ouvert mon courriel. Tout à fait, et ce soir c'est un jeu présenté par moi. Je vais vous parler du jeu Un dernier donjon pour la route. C'est un jeu de Laurent Escoffier et Sébastien Pochon. Laurent Escoffier qui a fait des jeux comme Looney Quest, Photo Party, Corto ou Yum Yum Island qui va arriver bientôt chez les Spaceco. Sébastien Pochon qui a travaillé sur The River, Jamaica, Corto aussi, ou Corinthe récemment chez Days of Wonder. C'est illustré par Mathieu Martin, édité par Ludocom, distribué par BlackRock. On peut y jouer, alors Donjon pour la route, il a la particularité, on peut y jouer à 2, à 3 ou à 4, mais il est optimisé à 3. C'est vraiment un jeu pour 3, à partir de 8 ans, pour des parties assez rapides d'une demi-heure. Sur un plateau de jeu qui va se révéler au fur et à mesure, en fait, on va poser des cartes tuiles. Ce sont des cartes divisées en 4, avec 4 carrés qui vont représenter des paysages différents. Ça peut représenter aussi bien de la lave, de la glace, de la forêt ou le désert. Attention, hein, ça c'est si on a les cadres présents, parce que on pourrait très bien avoir sur la carte 3 cases occupées par le même paysage. Il faut juste savoir qu'il y a 4 zones. Et puis on va essayer d'y mettre des donjons qui vont transformer un petit peu le paysage. Donc on a comme ça 4 zones de paysage par carte. On a des donjons, 3 par joueur, des tokens et des ponts. Et c'est tout, et avec ça on va pouvoir jouer. On démarre avec 3 cartes en main. On a des piles de cartes devant soi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Et sur chacune d'elles, il va y avoir notre petit donjon. Et en fait, quand on va poser son donjon, on pourra récupérer les cartes pour compléter sa main. On a 2 jetons recto verso et un pont en bois. Ça, c'est le matos par joueur. Et puis à son tour, on va poser une carte de sa main sur le plateau en respectant les règles de pose. C'est-à-dire qu'il faut que au moins une case de la carte posée est adjacente avec une autre. Donc on ne peut pas la mettre n'importe où sur le terrain. Et puis, il faut que ça matche, en fait. Ça veut dire un petit peu comme au King Domino. Si sur la carte, on a de la glace, on va pouvoir poser une carte glace à côté, dans n'importe quelle direction. Il y a un peu de similitude avec... Alors, juste dans la pose ici, dans la pose des cartes. Juste sur cette mécanique-là. C'est ça. Parce qu'après, il faut savoir que la deuxième règle de pose, c'est qu'on peut éventuellement venir recouvrir une carte... Si par exemple sur ta carte tu as du désert, de la forêt, n'importe quoi, si moi je peux cacher ton désert et ta forêt avec toute une partie du même paysage, donc de la glace par exemple, et en la posant à côté de la glace, j'ai le droit de mettre ma carte au-dessus d'autres cartes, à cheval sur d'autres, et de modifier un petit peu comme ça le terrain. Donc on pose la carte, ça c'est une action obligatoire. Et puis ensuite, en facultatif, je peux décider de poser un de mes donjons sur le terrain. Le principe est tout simple, hein, si je le pose sur le désert, toutes les cases désert qui vont être à côté de ce donjon me rapporteront des points à la fin. Okay. Donc je vais essayer d'étendre mes territoires, les autres vont essayer de faire la même chose. Et puis bien sûr, pour compléter tout ça, je vais avoir des tokens. Les tokens, c'est-à-dire que j'ai, en fait, je vous l'ai dit, ils sont recto verso, j'ai un token dragon. Si je pose mon dragon sur une case adverse, la case est détruite. Je peux comme ça casser des chemins déjà faits, si j'arrive à le placer entre le reste de tes cases et ton donjon par exemple. Je peux poser mon token du côté chevalier, et là toute ma zone sera protégée du dragon.
ou je peux le poser du côté SCEAU, le SCEAU SCEAU, hein, pas débile. Donc on est sur un token à 3 côtés. Non, en fait on est sur 2 tokens, mais il y a 2 dragons, et il y a un dragon chevalier et un dragon SCEAU. D'accord. Et le SCEAU va en fait multiplier par 2 la zone dans laquelle je la pose. Donc à moi de me dire, là je pense que celle-ci elle va bien matcher à la fin. Je vais la multiplier en sachant que tant que le jeu n'est pas fini, on peut toujours se retrouver dans des cas où la personne vient prendre possession ou te casser ton territoire, quoi. On a même vu des cas où tu vas doubler ton territoire, puis en posant une carte, tu coupes mon territoire en 2, tu poses ton donjon et c'est toi finalement qui va profiter de mon token parce que tu avais bien manipulé, quoi. Il faut savoir, enfin je vous l'ai dit, qu'on a des ponts, ce qui va nous permettre de relier des cases entre elles. Si j'ai une large zone de désert et qu'à côté il y a encore un désert, avec mon pont je peux dire que c'est la même zone en fait. Et voilà, grâce à cette petite subtilité de pioche de cartes, parce qu'à un moment donné je serai obligé de poser mon donjon même si ça ne m'intéresse pas, pour recompléter ma main, grâce à ces cartes qu'on va pouvoir poser les unes à côté des autres ou se faire chevaucher, et ben on va avoir un jeu rapide, fun et complètement renouvelable en fait dans les parties par ce côté des cartes. Très interactif quoi, du coup quoi. Ah bah complètement interactif parce que là on est carrément autant dans King Domino, tu vois, on faisait un comparatif rapide tout à l'heure. On va jouer vraiment à créer son univers, chacun son territoire en fait, que là on a un territoire en commun sur la table, donc il faut absolument faire attention à ce que fait l'autre pour voir si on a possibilité de lui fracasser sa mise en place ou au contraire de continuer à progresser dans la nôtre. Donc c'est très interactif. Ça se rapproche là plus de Carcassonne. Ouais, avec avec les champs, les villes qui s'étendent. Donc... Ouais, c'est ça. Bah là c'est vraiment que des territoires, des paysages, on va dire, qui vont s'étendre. Sur le papier, ça a l'air excellent. Mais c'est excellent, hein. C'est vraiment très très bon. Ça se joue rapidement, ça se comprend très très vite puisque j'y ai joué avec des enfants. Il est optimisé pour 3 parce qu'en fait il y a 3 peuples et donc on a tout le matériel pour jouer à 3. On peut y jouer à 2 hein, en 1 contre 1. On pourrait y jouer à 4 par équipe. C'est comme ça que c'est présenté dans la règle. Mais on pourrait jouer à 6 par équipe. Oui, après, tout ce qui est multiple de 2 en fait. Mais à 12 c'est ça. Mais vraiment, le dernier va se faire chier, quoi. Si tu joues à 500, t'as intérêt de préparer, de quoi patienter. Donc vraiment, un dernier donjon pour la route. Il était un petit peu passé sous mes radars à Cannes. Il vient de sortir, il est sorti au mois de mai là. Et je le conseille parce qu'il est tout simplement fun, excellent, pas cher. Il n'y a pas énormément de matos, mais suffisamment pour s'amuser. Bah, ça donne envie en tout cas d'aller le découvrir, ce petit jeu. Merci Alexis. Mais de rien, de rien, de rien. Pour cette chronique. On a une dernière chronique avant de revenir vers toi, Léandre. Ouais. C'est la chronique en bref. En fait, on fait des chroniques de jeux comme là, tu vois, et on fait une chronique en bref aussi de temps en temps. Quand on a des jeux qui sont pas assez volumineux, on va dire, qui nécessitent pas une chronique d'un quart d'heure, mais qui sont quand même super intéressants et on voudrait en parler. Des petits flashs. C'est ça, des petits flashs. Hop. Alors, je vais commencer parce que j'en ai plusieurs. Je vais commencer par vous parler de Punto. Punto, un jeu de Bernard Weber. Alors pas celui qui écrit des livres, mais celui qui fait des jeux. Puisque lui, il a notamment fait un jeu qui s'appelle Nessie, distribué par Atalia. Punto, qui vient de sortir. Il est sorti au mois de juin. Le jeu comprend 4 paquets de 18 cartes chacun. Chaque paquet contient des cartes de 1 à 9 en 2 exemplaires en fait, d'une certaine couleur. On va mélanger nos cartes pour former notre paquet avec lequel on va jouer. À notre tour, on va placer la carte du dessus de notre paquet quelque part dans une grille qu'on va essayer de visualiser de 6 par 6 à peu près. Et bah, même pas à peu près, il faut qu'elle fasse 6 par 6. Ça sera notre aire de jeu. Et on peut placer notre carte dans un espace vide adjacent aux cartes déjà jouées. Ou, autre subtilité de pose, on peut poser notre carte sur une autre carte tant qu'on est supérieur. C'est-à-dire que si toi tu avais posé un 1 ou un 2, tant que j'ai un 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, je peux la poser. Je peux poser un 9 sur un 8 également. Le but du jeu étant d'essayer de créer une rangée de 4-5 cartes à notre couleur pour remporter la manche. Donc on retrouve une similitude avec le puissance 4. Avec mon système de pioche, est-ce que je pose celle-ci? Est-ce qu'elle va pas se faire manger? Parce que si je pose mes fortes tout de suite, est-ce que je vais pas non plus perdre l'opportunité d'aller manger ailleurs? Dès qu'on a remporté une manche, on enlève notre plus forte carte dans cette rangée
qu'on met de côté et on en fait une deuxième. Et c'est le premier qui arrive à remporter 2 manches qui emporte la partie. Donc c'est des parties très rapides, très fun. Et ça a l'air très malin. Ouais, et très malin. Exactement le style de jeu que j'adore. Moi, je vais vous parler de Quinto, et ne pas confondre avec Kunto d'ailleurs, parce que ça se ressemble beaucoup au niveau du nom. En tout cas, ça se termine pareil. Donc Quinto, c'est un jeu de Uwe Rapp et de Bernhard Larch. C'est pour de 2 à 5 joueurs, pour des parties d'un quart d'heure, 20 minutes, à partir de 8 ans. Alors c'est une petite boîte de chez Gigamic, et dedans on va retrouver 3 dés, un bloc de score, et puis des crayons. Donc chaque joueur possède une fiche de score avec 3 lignes, une rouge, une ligne jaune et une ligne violette, et on a 9 cases sur chacune des lignes. Le but du jeu, ça va être de compléter au mieux cette fiche de score en mettant un maximum de numéros à partir des lancers de dés qu'on va effectuer, chaque joueur va effectuer. Donc à son tour, on va lancer, l'un des joueurs lance au choix 1, 2 ou 3 dés. Il est totalement libre. Et tout le monde peut alors inscrire le total du lancer sur la ligne de la couleur qu'il veut et avec le total qui a été tiré. Alors attention, dans chaque rangée, les nombres doivent respecter un ordre de valeur croissant et on n'a pas le droit de faire apparaître les lignes dans une même rangée de 2 chiffres, de même nombre, ou dans une colonne, comme ça sur les 3 lignes il y a des colonnes, et on n'a pas le droit dans les colonnes de les faire non plus faire apparaître les mêmes numéros. Un peu principe de Sudoku. Un petit peu, c'est ça. Ouais. Alors dès qu'un joueur a complété 2 rangées, la partie prend fin et on décompte les points, tout simplement. Donc suivant le nombre de cases qu'on a réussi à remplir ou de colonnes qu'on a réussi à effectuer, on marque un score. C'est un jeu vraiment très malin qui repose pas du tout sur du tirage en fait. Il y a vraiment du calcul et il y a vraiment de la stratégie. Et ça, on passe vraiment un bon moment avec ce type de jeu et c'est très simple. Alors Gigamic aime beaucoup les jeux avec des dés en ce moment qui se jouent rapidement, puisque ils ont aussi sorti Detrack, un jeu de Rainer Knizia qui lui a fait du Edge of War, Amun-Re, Camelot. C'est donc chez Gigamic, c'est un principe de jeu similaire où en fait sur les dés cette fois-ci on a des symboles et non plus des chiffres. On va lancer les dés, on va noter les symboles obtenus dans notre grille et le but c'est d'essayer d'avoir des symboles, de les coller au maximum parce que on va marquer des points en créant des suites de 2, 3, 4 ou même 5 symboles identiques. L'intérêt, comme tu le disais tout à l'heure dans ton jeu Yann, c'est que les lignes vont pouvoir se lire dans tous les sens, aussi bien en diagonale que verticale ou horizontale, donc il faut faire attention où on place les choses parce que forcément qui dit dé dit 6 faces dit au moins 6 symboles différents. On continue, on a bientôt terminé, il nous en reste 3. On continue avec Kami. Kami, K-A-M-I, pas le prénom. C'est illustré par Pauline Berdal, édité par Okaluda. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties rapides d'une demi-heure. Alors Kami, c'est un jeu qui est inspiré d'un jeu japonais, un jeu traditionnel qui s'appelle le Goita Shoji. J'espère que je n'écorche pas son nom. Littéralement, ça veut dire le jeu des généraux. Ouais, t'allais me dire que j'ai... Fais gaffe au collier des auditeurs quand même. Et c'est un jeu traditionnel donc japonais qui se rapproche un petit peu des échecs, c'est assez stratégique. Dans Kami, vous allez devoir gagner une succession de batailles pour remporter la victoire. Du simple soldat à l'intervention des dragons, tout le monde va avoir un rôle à jouer. Le principe est simple, on a 8 cartes en main et seule la dernière, si elle est posée, va nous apporter des points. On pose une carte face cachée, puis une face visible, c'est celle qui va nous permettre d'attaquer. L'adversaire, pour se défendre, doit poser la même carte et une autre pour attaquer. Et donc, à nous de se dire, est-ce que je surenchéris, est-ce que je pose mes cartes, en sachant que, bien sûr, plus les cartes sont nombreuses, moins elles rapportent de points. Mais à force de vouloir garder sa carte en dernier et de ne pas jouer, est-ce qu'on va pouvoir la poser? Donc, c'est vraiment un jeu qui très subtil et très, très tactique, sous ses couverts de simples jeux de cartes. Et les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Un jeu qui vient juste de sortir, c'est Palm Island, un jeu de John Mitling qui est distribué par Nuts Publishing. C'est des parties rapides d'un quart d'heure, 20 minutes. Et Palm Island, en fait, est un jeu transportable. C'est-à-dire que toi, Léandre, qui disais que tu aimais les contraintes pour faire un jeu, et bien là, John Mitling s'était donné une contrainte. Il voulait un jeu qui pouvait se jouer sans table. C'est une idée de génie. Et effectivement, on peut y jouer sans table, debout, à une file d'attente, dans le bus, dans l'avion, à cheval, où on veut. Le jeu tient dans un simple jeu de cartes, de 17 cartes. Et en utilisant un mécanisme de transformation de paquets,
Et ben on va jouer comme ça sur 8 tours. C'est-à-dire qu'en fait je regarde la carte, elle va soit m'apporter des ressources, soit pouvoir être transformable. Quand une carte m'apporte des ressources, je l'incline, donc je vais la mettre comme ça dans mon paquet. Au fur et à mesure, je vais pouvoir utiliser ces ressources, donc je vais les remettre droite pour transformer d'autres cartes qui vont se retourner soit de façon, on va dire, à 180 degrés, soit carrément recto verso, parce que les cartes apporteront d'autres choses. Et donc comme ça, je vais faire passer mes 17 cartes, essayer de faire ce que je peux. Quand j'arrive à la carte qui me dit fin du tour, pareil, je la retourne pour dire tour 2, je la remets derrière. L'important, c'est que chaque carte qui va être utilisée va se retrouver derrière les suivantes, donc leur place va changer dans le jeu. Et leur orientation. Et leur orientation aussi. Et grâce à ça, donc en tenant mon jeu dans la main, je vais pouvoir accomplir plein de choses, transformer plein de choses, faire augmenter mes temples, mes zones de pêche et faire fructifier mon village. Chaque partie sera différente parce que on bat les cartes avant de jouer, donc on n'a pas un ordre totalement précis. C'est un jeu solo, mais auquel on peut jouer en mode compétitif. Dans la boîte de Palm Island, il y a 2 jeux, ce qui fait qu'on peut y jouer avec un collègue pour essayer de faire le plus de points possible. Et on peut aussi... C'est mon doigt qui a ripé, fini ta présentation. Et on peut aussi accomplir des hauts faits en validant certaines conditions. Je crois que tu mets trop longtemps pour Damien là, je suis désolé Alex. Si en fait, sur certaines cartes, il est marqué, on parlait tout à l'heure des trophées dans les jeux vidéo, si vous arrivez à marquer 30 points et que vous n'avez pas fait évoluer vos temples, gagnez cette carte-ci. Et donc on révèle des cartes qu'on va mettre dans le jeu qui vont nous apporter des petits bonus. Excellent ça. On a des cartes villageois qui sont des choses en plus en fait, qu'on peut mettre aussi dans le jeu, qui vont venir nous apporter une manière, une fois qu'on a fait le tour de notre jeu, de nos 17 cartes, de l'agrémenter un petit peu. Ça va l'étouffer. Exactement. Donc vraiment Palm Island, une petite surprise, il a été financé par participatif et les gens l'attendent avec impatience parce que il est vraiment très bon. Et puis c'est un jeu qui tient dans la main, c'est excellent, le concept est vraiment innovant pour le coup. Le tout dernier jeu dont je vais vous parler, c'est Patchwork Doodle. Un jeu de Uwe Rosenberg qui a fait des gros jeux comme À la gloire d'Odin, qui a fait Agricola, qui a fait Bonanza, un petit jeu de cartes, ou Patchwork, premier du nom. C'est illustré par Clemens Franz et c'est édité par Funforge, ici en France. Patchwork Doodle, c'est une version roll and white de Patchwork, chaque joueur ayant sa propre grille, encore une fois, à remplir, une grille de 9 par 9. On va installer en fait autour de la table, autour de la pioche, des cartes qui vont représenter des formes de Tetris, des formes de patchwork, les formes de tissu. On va lancer un dé, avancer notre pion, et puis le pion va tomber sur une carte, et tout le monde, dans sa zone, va devoir griser la forme correspondante. Bien sûr, on pourrait partir tous un petit peu avec le même objectif. Donc pour ça, avant de lancer le jeu, on va avoir une carte tous différentes, qui va nous donner une forme de base qu'on va devoir placer dans notre jeu et qui va, comme elles sont toutes différentes, qui va nous donner une façon de commencer toute différente. Il faut savoir que donc on va remplir comme ça notre zone de jeu, on va avoir 3 temps de marquage pour marquer des points. On a 4 actions qu'on va pouvoir utiliser aussi, à savoir je préfère utiliser la carte de droite ou la carte de gauche, je préfère griser qu'une seule case plutôt qu'utiliser cette case là. Ces actions sont à usage unique, on les barre une fois qu'elles sont utilisées. Et puis après, une fois qu'on a fait nos 3 tours de jeu, on compte les points avec un point en moins pour chaque zone qu'on n'aura pas réussi à compléter dans son Tetris. C'est une version très maligne de Patchwork qui se jouait qu'à 2, et là on peut y jouer carrément jusqu'à 8 et c'est vraiment fun. Ça me rappelle un petit peu une déclinaison finalement du jeu Quinto que j'étais en train d'expliquer, parce que c'est une histoire de remplissage, c'est ça, d'optimisation, remplissage. Sauf que là avec Quinto on est sur des chiffres et des dés, et là on va être sur des formes du style Tetris. Là on est sur des formes du style Tetris, voilà. Dans des tracks on est sur des symboles, on est beaucoup dans le Wall and White, on est beaucoup dans ça, dans la zone de remplissage, comment optimiser mon remplissage, alors soit avec des tirages, soit avec, là c'est... Soit des formes, comme soit des formes, voilà. Il y a Frédéric qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Frédéric Vania, qui recommande aussi tellement Quinto, donc voilà, je le cite. Donc voilà, ça c'est des petits jeux qu'on voulait vous présenter quand même si c'est rapide, n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est des petits jeux souvent pas chers et qui permettent quand même beaucoup de fun et d'amusement.
Quand on a fini, normalement, là, je m'attendais à avoir une petite musique ou un petit... Ah oui, ton doigt non, qui vu que tu avais terminé et conclu magistralement ce en bref. Ouais, j'adore quand on me parle comme ça. Ils sont obligés, sinon ils reviennent pas, c'est dans les contrats. Moi, je leur dis dans les contrats, il me faut au moins 3 compliments par émission. Ah, c'est le minimum syndical. Bah, au moins, ouais. Et au moins. Alors, de toute façon, on est payé en flatterie, en cacahuètes. Ici, oui, c'est ça. Et bientôt en monnaie de Facebook. Et bah, d'autres personnes qu'on peut encenser, je pense, parce que c'est Damien et son choix qualitatif musical, parce qu'à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que c'est l'heure de la 3e pause musicale de l'émission. Et donc, pour fêter cette nouvelle émission, on va s'écouter Vincent Vallière qui va nous chanter Nouvelle Saison. Salut, c'est toujours la voix off de Deludes. Bon, là vous commencez à avoir l'habitude, à la place des pauses musicales pendant le live Facebook, c'est moi qui interviens pour vous parler de l'émission et vous dire que là, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission de ce soir, mais vous pouvez continuer à commenter sur le live Facebook, à poser des questions, et nous, on les lira à l'antenne, et si on peut, on essaiera d'y répondre. Mais si vous manquez l'émission de ce soir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes radios, et puis dans quelques jours, en podcast sur SoundCloud, iTunes et Spotify, en cherchant tout simplement des LDP 56, des Luds et des plumes. Voilà, si tout ça n'est pas très clair, tout est récapitulé sur notre site internet www.deluds.com. Deluds, ça s'écrit D-E-S-L-U-D-S, tout simplement. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'émission et pour la retrouver très prochainement en podcast. Alors là, il est temps de partir pour la dernière ligne droite de l'émission de Deludes et des plumes de ce soir dans 3, 2, 1... Et donc là, c'était Vincent Vallière qui nous a chanté spécialement pour nous la chanson Nouvelle Saison. Des Luds et des plumes, c'est 4 fréquences et 6 stations dans le Grand Ouest. Dans le Finistère sur 100.4. Dans le Morbihan, à Lorient sur Radio Goéland et Vannes sur le 102.1. En Vendée sur le 101.4. Dans les Deux-Sèvres sur le 90.4. Et par internet jusqu'en Essonne sur BLP Radio. T'es sûr qu'en Essonne on est encore dans le Grand Ouest? Oui, bah le Grand Ouest de la banlieue sud parisienne quoi. Ah ok, ça me va comme explication. Toujours dans des luttes et des plumes, on attaque la dernière partie de l'émission, celle où on revient vers toi, Léandre, parce qu'on a parlé donc de ton parcours ludique, de ton parcours de ludothécaire, de ton parcours d'auteur de jeu. Et ton parcours d'auteur de jeu t'a permis d'arriver à une création un petit peu particulière. Complètement particulière, puisque normalement, on disait tout à l'heure, c'est dur d'en vivre, du monde du jeu déjà, quand on vend les jeux. Mais toi, tu as décidé carrément de ne pas les vendre, d'en faire cadeau. C'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une croix sur le fait de vivre. Non, je vais pas terminer ma phrase, calmez-vous. Bon. J'ai fait un scoop en direct sur Facebook. On coupe. J'ai fait une croix sur le fait de vivre de ta création, de mes créations en termes de création de jeu. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait plaisir dans le jeu, dans la création, c'est de créer et de partager. C'est pas forcément de gagner de l'argent avec mes jeux, c'est pas quelque chose ça fait un peu plaisir parce que c'est une forme de reconnaissance. Bien sûr. Mais c'est surtout cette reconnaissance-là que je cherche à travers mes créations et que ça rapporte de l'argent ou pas, à la limite, c'est vraiment secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est de diffuser mes jeux le plus largement possible. Et c'était l'idée de départ de ce projet, les jeux en free-to-play, les jeux gratuits. Je me suis dit comment faire que mes jeux soient joués par le plus grand nombre et que les jeux soient gratuits à la fois pour les personnes qui les diffusent que pour les personnes qui les reçoivent et pour les joueurs. Et j'ai réfléchi à un modèle, c'est pas vraiment un modèle économique parce que justement économiquement... anti-économique ou... Ouais, c'est ça, c'est un peu borderline, mais il y a quand même un système économique, c'est-à-dire qu'au dos des jeux, il y a une publicité par exemple, qui finance l'impression, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs, là en l'occurrence c'est Libellude, pour les autres là c'est Lucky Duck Game, c'est des éditeurs qui me font confiance et je leur ai proposé de mettre une pub au dos des jeux pour financer l'impression des 20 000 exemplaires mensuels. Ça veut dire que toi du coup c'est pas pour te payer, c'est juste pour financer l'impression du jeu. Ça paye juste le coût d'impression. Ouais. Ouais. Moi je récupère quasiment 3 crottes de données maximum quoi. Je crois que j'ai un petit reliquat de 30-35 euros quoi. Mais voilà. Par jeu. Ouais, c'est ça, par jeu. Par plaquette. C'est du deluxe. Non, pour l'impression des 20 000. Et donc,
certains éditeurs ont répondu présent. Ouais, t'ont fait confiance pour te donner ce coup de boost en fait, pour faire alors eux un petit coup de pub, mais te permettre de les. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que eux gagnent en visibilité parce que c'est quand même 20 000 impressions de flyers qui sont distribuées par Philibert. C'est ce que j'allais demander justement. C'est-à-dire que c'est Philibert qui distribue les 20 000 jeux mensuels à travers ses commandes. Il glisse un jeu dans chaque commande. Et moi, dans l'idée, je crée un nouveau jeu chaque mois. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on commence un nouveau mois, il y a un nouveau jeu qui est diffusé. Donc pour l'instant, on en est à 5 jeux. J'ai commencé en février. Donc en février, c'était Échec. Ensuite, il y a eu Exo au mois de mars. Il y a eu You Shall Not Pass au mois d'avril. Au mois de mai, il y a eu Hunt. Et là, le tout dernier, c'est Supero qui est sorti là au mois de juin. Et au mois de juillet, il y a le jeu Goulet qui est en préparation et qui est actuellement en impression. Et c'est des jeux, t'en as plusieurs sous le coude comme ça, c'est-à-dire que je peux tenir 10 ans. Ouais, on peut s'attendre à... Non mais si le principe nous plaît, on va pas se dire, tu sais, frustré. Damien parlait de série tout à l'heure, c'est le même principe de se dire, oh ouais, ça y est, là je suis bien dedans. Je vais avoir mon jeu de Léandre et bah non. Alors non, ça va continuer. Ça va continuer parce que je suis engagé auprès d'éditeurs jusqu'à la fin 2019 au moins. Et il y a déjà des publicités au dos des jeux qui ont été réservées pour 2020. Donc ça va durer, c'est un projet qui va être périn. Par contre... Sur le dos des jeux, je me fais pas des fausses illusions, c'est sur le jeu en lui-même. Mais alors sur le jeu, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai des dizaines de prototypes. D'accord. Donc je me fais pas de soucis. J'avais calculé en format adaptable sur ce support-là, qui tient sur un format A5, je peux créer encore facile entre 20 et 30 jeux. Donc je peux tenir 2 ans sans nouvelle création. Donc je suis large. Ouais, là on sait que ça va aboutir, ça va continuer. Ça va continuer. Par contre, l'optique, c'est que il faut, pour l'obtenir, il faut passer commande chez Philibert. Oui. Et c'est là qu'on en parle peut-être. Je viens de lancer un projet participatif sur Kickstarter pour obtenir les 5 premiers jeux. Simplement pour récupérer les 5 premiers jeux. Les jeux restent gratuits et il y a juste à payer les frais de port j'ai mis à 5 € le pledge sur Kickstarter et il y aura pas mal de stretch goals qui seront à débloquer et là à l'heure qu'il est actuellement exactement, tu l'as lancé aujourd'hui. J'ai lancé à 18h avant de venir et là avant 22h le projet est financé. Donc voilà, c'est concret. Et maintenant, on va aller à la course au stretch goal. Au stretch goals. Alors effectivement, tu le disais, le but, c'est pas de faire de la thune. Donc les gens ne payent que les frais de port pour recevoir les jeux donc, qui sont déjà là. C'est ça. L'idée de ce KS, c'était de donner encore plus de sens à mes jeux, dans le sens où je veux les répandre, c'est les diffuser. Et je voulais aller à l'international. Et le financement va permettre de traduire les règles des jeux en anglais par un professionnel. Est-ce qu'on peut imaginer que cette opération Cut and Play donc sur Kickstarter va revenir dans 5 mois, dans 10 mois? Ouais. Oui. En fait, c'est l'idée, je veux faire 2, si ça marche, hein. Là en l'occurrence ça a l'air d'être bien parti, si ça marche, ce que je voudrais faire c'est 2 Kickstarter par an avec collection été, collection hiver. D'accord. Un peu comme la mode quoi, simplement. Donc regrouper les 6 premiers mois et les 6 d'après. Et pourquoi je fais ça, c'est parce qu'aussi j'ai pas mal de demandes de personnes qui par exemple viennent de découvrir le projet. Ils ont reçu Hunt ou Supero, là, les 2 derniers, et ils ont dit ah ouais, moi j'aurais bien voulu avoir Échec ou Exo. Ah ouais, mais en fait une fois qu'ils sont diffusés sur le mois, moi j'ai plus de stock, j'ai plus rien. Donc si tu les veux, c'est en print and play, tu dois l'imprimer sur internet, te faire ta propre version. Mais si tu veux une version officielle, il y en a plus, désolé Coco. Et donc c'est une façon de combler ce manque-là, que les joueurs peuvent les récupérer autrement que par Philibert aussi. Quand tu fais des jeux à 0 €, qu'est-ce que tu proposes comme stretch goal? Ouh là là, tellement de choses. J'en ai 12. T'en as 12. Là actuellement j'en ai 12 en tête et j'essaie de voir en termes de budget. Alors concrètement, pour être tout à fait transparent, ça me coûte pas 5 € exactement de frais de port. Oui. C'est-à-dire que dans les 5 € il y a les frais de port. C'est dans le monde entier, donc c'est des frais de port des fois qui peuvent coûter un peu cher. Il y a également tout ce qui est la commission Kickstarter, les frais bancaires. Il y a aussi tout ce qui va être lié à l'enveloppe, etc. Et puis les frais d'auto-entreprise aussi, parce qu'en fait, quand tu es auto-entrepreneur, sur 5 € par exemple, il y a 15% directement qui vont dans les charges. Donc
tous ces frais-là font que, en gros, ça me coûte entre 4,20 et 4,30 pour une expédition des jeux. Voilà. D'accord. Donc les 70 centimes, 80 centimes restants, ils serviront à financer la traduction des jeux. Oui, c'était quoi la question de base? C'était les stretch goals. Qu'est-ce que tu prévois d'offrir du coup à tes backers alors justement, je peux pas tout dévoiler. Ah non, parce qu'en fait le principe, moi j'ai appris ça sur le tas. J'étais nul en Kickstarter. Ouais. J'ai eu des conseils avisés de Guillaume, on en parlait tout à l'heure, d'autres de Thierry qui est sur le site Seawood. Apparemment les stretch goals, faut pas tous les annoncer d'un coup. Non. Il faut faire monter la pression. Pour que la hype soit là et qu'on ait envie on a envie de savoir la suite. C'est un peu comme une série en fait. Une bonne série ou une mauvaise d'ailleurs. T'as toujours envie de savoir la suite. Et si on te raconte la fin trop tôt, ça te dégoûte. Ça te dégoûte et ça te donne pas envie de revenir régulièrement sur la page pour voir comment ça évolue. Donc dans l'idée là, les premiers stretch goals simplement c'est le tout premier palier c'était c'est financé. Et le jeu est traduit, enfin tous les jeux sont traduits en anglais. Le deuxième palier, le deuxième palier qui va arriver, c'est l'augmentation de l'épaisseur des jeux. D'accord. Et le troisième, c'est il n'y a plus de pub au dos des jeux, il y aura la liste de toutes les personnes qui ont backé. D'accord. Qui ont participé au projet. Après, il y aura d'autres trucs. Il y aura par exemple, peut-être je peux spoiler un petit peu, il y aura par exemple un jeu qui sera imprimé en format A4, beaucoup plus grand. Il y aura peut-être une boîte qui sera offerte également, une boîte à monter soi-même, peut-être de ce style-là, vous voyez. Mais voilà, tout ça, c'est des frais supplémentaires et j'ai tout calculé dans les stretch goals. Normalement, ça devrait passer. En fait, c'est une question de volume. Oui. Si cette boîte-là, par exemple, pour être aussi tout à fait transparent, si j'en fais imprimer 500, ça me coûte 54 centimes par boîte. Ce qui, ça fait 10% du budget des 5 euros, ce qui est énorme. Mais si j'en fais tirer 2000, ça descend à 20 centimes. Donc en fait, en fonction du volume, j'ai adapté mes stretch goals. D'accord, ok. Simplement. Et il faut être malin et surtout comptable en fait. En fait, c'est extrêmement précis parce qu'il faut compter aussi le poids de chaque élément dans l'enveloppe, parce que si on passe le palier par exemple de 50 grammes ou de 100 grammes, ça va change doubler les frais de port. Ouais, exactement. Donc, t'es quand même... Donc j'avais ma petite balance. T'es obligé d'avoir tout anticipé quoi. Obligatoire. Tout calculé, Ah ouais, c'est obligatoire. Il n'y a pas de hasard là. Il a le matos d'un mec qui fabrique de la meth dans son garage. C'est ça. Je vous jure, je fais des stretch goals. Il pèse tout dans son van garé devant. Donc non, en vrai, j'ai une petite balance et en fait, je suis obligé de faire ça. Et j'ai dû peser les éléments, etc. pour savoir si tout rentrait dans l'enveloppe et ça dépassait pas. Parce qu'une mauvaise surprise sur une différence de 1 gramme, 2 grammes, on passe sur la tranche supérieure et ça double les frais de port et puis c'est fini quoi. On termine le projet dans le rouge. C'est pas l'idée. L'idée c'est de faire du jeu gratuit, de les répandre, mais pas au détriment de ma santé financière. Je suis prêt à ne pas gagner de sous, mais pas. Voilà, faut pas pousser mamie. Et justement, comme tu fais une livraison mondiale et que tu as calculé, là, si je vois, il y a 85 contributeurs, s'il y en a 84 au Kazakhstan, tu y es alors, avec les prix du timbre? Non. J'ai essayé de lisser. En fait, je me suis dit. T'as pris le pays le plus loin, le timbre le plus cher, et t'as dit on va se baser sur ça. Maintenant, il n'y a plus de timbre le plus cher. Il y a une lettre internationale et une lettre française. Ah, ça fait mal. Et en fait, tu l'envoies en Belgique. Simplement, ce que j'ai fait, j'ai estimé le fait que j'aurais autant de Français que d'international et j'ai fait une moyenne. J'ai lissé. En espérant que ce soit le cas avec les Français à répondre présent, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question. D'ailleurs, pour ça, on ne sait jamais. Le Quick Starter français, c'est écrit en haut, mais j'ai mis un moment avant de le voir. Le Quick Starter, est-ce que c'est comme un McDo? Ouais, voilà. Le Kickstarter. Kickstarter, yeah. Kickstarter. Le Kick 10 Starter, il y a un gros 10 au milieu. Je c'est les 10 ans. Ah ouais, d'accord. J'ai pas entendu ta blague, mais quand je réécouterai l'émission, je te couperai ton micro au montage. La page française, on peut pas enchérir dessus, on peut pas pledger dessus. Non, en fait, il faut revenir. Voilà, exactement. C'est une page miroir. Pareil, ça, je n'y connaissais absolument rien. On m'a dit, mais en fait, ton projet, il faut qu'il soit tout en anglais, sinon tu vas rebuter les Américains. Et tu veux un petit lien pour rediriger vers une page miroir. Donc, une page miroir, c'est simplement la même page, mais en français. Voilà, n'attendez pas parce qu'il y a écrit le projet n'est pas lancé sur cette page. N'attendez pas. Voilà. Une fois que vous êtes sur la page en français et que vous avez compris le projet, vous avez découvert les jeux, vous avez éventuellement lu les règles, vous pouvez même télécharger directement en ligne les jeux pour les imprimer, pour les essayer à la maison avant de participer. C'est aussi possible. Après, c'est 5 €. Hein. Donc, vous n'avez pas beaucoup de risques à vous tromper, surtout que c'est des jeux excellentissimes. Voilà. Non, mais tu prends personne en otage. Ta démarche, elle est totalement honnête. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus transparent possible, que ce soit en termes de coûts, de ce que ça m'apporte personnellement. En fait, c'est plus, ça m'apporte rien en termes de finances, ça m'apporte en termes de satisfaction personnelle.
Il y a Aurélien Dopsy qui veut sa dédicace. Ouais, ça sera fait. Ouais. Mais il faut qu'il arrête, c'est du harcèlement. Mais ça sera fait, promis. Il y a moyen peut-être d'éviter des frais de port parce que comme tu disais que tu étais animateur, on peut te retrouver sur des salons. Alors c'est possible, effectivement, mais j'y suis dans un cadre professionnel. Ah oui, donc tu vois, ça me peut pas t'accaparer. J'y serai pour présenter des prototypes, par exemple, en tant que de moi-même. Je me présente. Mais là, je représente des éditeurs dans un cadre professionnel. C'est pour ça que au début, je voulais proposer cette solution-là, mais je me suis dit que ça ne ferait pas professionnel par rapport aux éditeurs. Non, parce qu'il faudrait s'arrêter à chaque fois. Exactement. C'est là qu'on voit le côté professionnel, justement. C'est un métier. Non, mais tu peux proposer des flyers sur le stand des professionnels où au dos, ils retrouveront tes jeux. Il est futé. Poser des piles de flyers. Toi, je t'engage. Ah mais je prends 4,99€ de toute façon par. Ah ouais, ça me fait une petite. Ah, ça va être compliqué. On va réfléchir. Ou de Libra. Et voilà. Et donc le Kickstarter, j'ai pas dit jusqu'à où il va jusqu'au 8 juillet. D'accord. Il va jusqu'au 8 juillet, donc c'est sur 15 jours. Pourquoi 8 juillet ? Simplement parce qu'après, je peux plus assurer l'animation de la page, parce qu'à partir du 9, je vais au flip pour travailler pendant 12 jours. Et qu'il faut animer. Bah non, mais donc c'est un délai court que tu t'es posé là. Surtout que la campagne, en fait, je l'ai décrétée il y a une semaine. D'accord. C'est-à-dire qu'en termes de communication, de préparation, là, c'est une semaine extrêmement intensive. D'où l'importance qu'il y ait un démarrage rapide, d'où Quick Starter. C'est ça. Il n'en démarre pas. Non, il n'en démarre pas. Ouais. Et non, ça a été extrêmement rapide. En fait, l'idée de faire un Kickstarter, je l'avais même avant le début même du projet, du partenariat avec Philibert. D'accord. C'est-à-dire que l'idée principale, c'est que je voulais faire des jeux exactement ce format-là, mais les faire sur Kickstarter à 0€ et juste faire payer les frais de port. Mais ça faisait cher pour un jeu en fait au début. Donc là, je me dis une collection de 5-6 jeux. C'est ok. C'est établi, en fait, les gens connaissent le principe. On l'a vu, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux. L'avantage de passer par Philibert et d'avoir 100 000 copies qui se baladent dans la France, c'est que ça a fait parler un petit peu et en termes de communication, c'est efficace. Bah oui, complètement. En tout cas, nous, on est ravis que tu sois venu ce soir nous présenter ton parcours et ton projet, tes jeux free-to-play. On est ravis que ça soit ce soir. Alors que tu viens de lancer la campagne, d'annoncer que la campagne est validée. Ça, c'est extra. Parce que ça, c'est extra. T'es pas fait exprès du tout, rien n'était prévu. Non, mais ça veut dire que maintenant, c'est plus que du palier et que de la surprise et du bonheur. C'est que du bonus. Donc, ravi d'avoir assisté à ça. Merci beaucoup, Léandre, d'être venu jusqu'ici. C'était aussi fort que la démission de Nicolas Hulot, quoi. Merci à toi, Yann. Toujours pertinent. Merci à Damien. Merci à Raphaël, grâce à qui vous pouvez nous voir en images. C'est lui qui s'occupe de tout le montage. Merci Raphaël. Merci à Talmo pour cette année, parce que même s'il n'est pas là ce soir, il va continuer avec nous. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est un vrai plaisir de faire cette émission pour vous, qui la regardez, pour vous qui l'écoutez. Nous, on vous dit à dans 15 jours. On vous fait des gros bisous. On espère que ceux qui nous chopent maintenant vont passer un bel été. N'hésitez pas à écouter la rediffusion, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Et on se quitte en musique avec Bally Murphy qui nous chante la 8e note. Le rendez-vous de ce soir se termine, mais n'attendez pas pour retrouver toutes les émissions et les rubriques en podcast en vous abonnant à DLDP, des Luds et des